Cher Julien, auriez-vous la gentillesse de me rejoindre pour qu'on parle de Sivan? Vous allez commencer tout seul à parler de la manière dont vous voulez de ce fils sublime, lumineux, magnifique, qui est derrière nous, avec ce prénom si singulier, Sivan. Alors essayez de nous faire partager un petit peu qui il était. C'est difficile, je sais, c'est très difficile, et on le sait tous. Mais quelque part, on a besoin de mettre un visage, une personnalité sur tous ceux qui se battent et qui tombent au combat. Et c'est une occasion magnifique de pouvoir échanger avec vous et de le retrouver un petit peu. Bonsoir. Donc je suis le papa de Sivan et de 3 autres fils et filles. Nathan, notre grand garçon, Sivan le deuxième, Ido le numéro 3 et on a une petite fille Alma qui a 11 ans. Ma femme Hélène qui est juste ici à côté de nous. Nous on est arrivés en Israël en 98 et tous nos enfants sont nés en Israël. On est venus par sionisme, il n'y avait pas de décision par défaut, il n'y avait pas d'antisémitisme à l'époque. On est vraiment venus parce qu'on voulait vivre en Israël. Sivan est né en 2003 à Tel Aviv, on est parti vivre à Ranana et il a grandi dans notre famille, entouré de toute sa famille, avec plein d'amis, vraiment un bel épanouissement personnel. Et vers l'âge de 15-16 ans, comme son grand frère, il a été donc ravi. Mais pourquoi vous l'avez appelé Sivan? Alors Sivan, c'est parce que tout simplement, on a aimé une chanson, Al tishkechi oti Sivan, qu'on entendait beaucoup à la radio il y a 20 ans, il y a longtemps. Ça, c'est vraiment israélien. Hein. Également, Sivan, en général, c'est un prénom de fille. Bah oui. Mais moi, je trouvais que ça avait du caractère de le donner à un garçon. Et puis, on trouvait le son du prénom très beau, également. Voilà. Très bon et puis choix. Sivan également, nous notre famille c'est Veil, donc Sivan Veil, c'est des Vav, des Yud, des Lamed, des Vav, des Yud, donc en fait on disait ça va marcher droit. Et ça a marché très droit avec Sivan. Oui, il est très recherché et qu'il y a très peu de garçons. Et le mois de Sivan, d'ailleurs, on se trouve dans le mois de Sivan aujourd'hui, ce mois-ci. Donc nous, on avait plein de symboliques autour de Sivan qui nous plaisaient. Très bon choix. Mm-hmm. Alors, quels étaient les choix de Sivan? Quels étaient ses rêves? Pourquoi il a choisi d'aller dans cette unité? Alors Sivan, c'est un garçon qui était extrêmement lucide dans ses choix. Il se posait aucun problème. Tout était clair pour lui. J'admirais sa clarté. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème pour lui. Être combattant, c'était une évidence. Et à partir de 15-16 ans, donc il a commencé ses entraînements, ses préparations militaires. Il est rentré dans une unité qui s'appelle Egoz, qui est en fait une unité de combattants. Egoz, c'est une des unités d'élite de Tsahal. Ce sont des commandos qui prennent tous les risques et qui ont un impératif de personnalité stratégique et remarquable, vraiment. C'est l'élite de Tsahal. Donc Sivan, c'est un garçon qui n'avait jamais peur. Il avait une confiance en lui extraordinaire. Il avait un calme, il était serein par toutes les situations. Et donc ça lui correspondait très bien d'être dans des commandos. Il avait dit, quand il avait été pris à Egoz, il avait dit à Hélène d'ailleurs, de dire à quel point il était prêt. Il avait dit, vous savez, parce qu'en fait Egoz, normalement, leur lieu de guerre, entre guillemets, c'est le nord, c'est le Liban. Il avait dit, si un jour il éclate une guerre avec le Liban, il avait dit, maman, je serai le premier entré. C'est moi qui ai le cadenas du char de Tsahal. On est les 4 premiers rentrés. Lui, son Mafkat, donc son commandant, et les deux autres copains à lui. Donc voilà, c'était lui. Donc lui, il se posait pas de questions. Il fallait y aller et il y allait. Bon, c'est évident que ça va admirablement bien à la fois avec son visage et ce qu'il exprime dans cette photo extraordinaire. C'est une question difficile et je m'en excuse à l'avance, mais c'était son choix. Vous l'avez respecté, vous l'avez accompagné. Comment on fait pour la suite? Moi, je pense que ça serait à refaire, on ferait la même chose. Je pense qu'on n'a pas fait entre guillemets, d'erreur, on n'a pas de regret, zéro regret. Donc, de toute façon, notre enfant, vraiment, il voulait faire ça. Et d'ailleurs, à tel point qu'il avait écrit un petit carnet quand il était à Gaza,
quelques jours avant de tomber à Gaza. Il lisait Paulo Coelho, l'alchimiste, que je pense la majorité d'entre nous avons lu. Ouais. Et dans ce livre, parce que je l'ai relu dernièrement, il faut réaliser sa légende personnelle. C'est vrai. C'est le mot qui revient sans arrêt dans ce livre, et je pense que Sivan a réalisé sa légende personnelle. Et bien sûr, c'est douloureux, bien sûr, c'est extrêmement dur pour nous tous, mais je pense que lui, il est assez entier par rapport à son choix. Et voilà, pour nous, c'est compliqué. Je pense que pour lui, ça n'a jamais été compliqué, en fait. Vous êtes très fier de lui, quand même. Très fier de lui, oui. Très fier de lui. Ça se sent. C'est mérité. Alors, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que... Alors ça, c'est un message que je voudrais passer. C'est que Sivan donc, a une mort cérébrale. Donc, en fait, on nous a posé la question de savoir si on voulait que ses organes soient prélevés. Et vous l'avez fait. Et donnés à des malades. Donc, on l'a fait, en effet. Donc, le cœur, le poumon, le foie et d'autres. Non, il y a vraiment pas à applaudir. C'est pas là du tout que je voulais en venir. C'est un acte d'une humanité extraordinaire. Non. Je pense que ce que je voudrais dire, c'est que personnellement, j'ai dû prendre cette décision qui était une décision difficile. Et j'ai dû la prendre avec ma famille, bien entendu. Mais ce que je souhaiterais passer comme message, c'est que même si c'est compliqué de parler de ça avec des jeunes militaires, donc des enfants de 18 ans, je pense que c'est toujours beaucoup plus simple pour un père ou pour une mère de prendre cette décision si l'enfant a exprimé quelque chose. Il n'est pas obligé d'avoir signé une carte c'est-à-dire avoir signé une carte qui dit formellement que s'il meurt et qu'il a la possibilité de donner ses organes, il le souhaite. Mais déjà, s'il a exprimé quelque chose dans le cadre familial, la décision est beaucoup, beaucoup plus simple à prendre. Parce qu'en définitif, c'est son choix, donc il est évident qu'on le fait. Moi, je me poserais toujours la question de savoir est-ce que c'est le choix de mon fils? Puisque nous, on a dû prendre la décision, on n'avait jamais abordé la question. Je suis sûre que vous avez pris la bonne décision. Voilà. Est-ce que vous voulez dire autre chose? Je voudrais parler de ma mère, bien sûr, la grand-mère de Sivan un petit peu, en disant que c'est une famille du Pays Basque. Donc ce sont des Maranes qui sont venus du Portugal au XVIIe siècle, qui sont installés au Pays Basque, ils n'ont pas été bien loin, ils ont passé la frontière, ils sont arrêtés dans la première ville à Bayonne. Et il y a 400 ans de vie à Bayonne, avec une grosse communauté juive à l'époque. Bon, aujourd'hui c'est éteint, mais il y avait une grosse communauté il y a quelques centaines d'années. Mon père venait d'Alsace, donc lui il a connu avec sa famille les guerres avec l'Allemagne, 1870, 14, 39, la déportation. Enfin voilà, il a connu toutes les horreurs des 100 dernières années des Juifs en Europe. Et aujourd'hui, voilà, ces deux mondes se regroupent, hein, ce monde séfarade et ce monde ashkénaze, avec notre arrivée en Israël il y a 25 ans et puis la naissance de Sivan. Et encore ces épreuves. Donc voilà, je voudrais dire que, sur une note positive bien sûr, qu'on va y arriver, qu'on va sortir de ce tunnel, mais notre vie est pleine de symbolique par rapport à ce long parcours de notre famille qui en définitive illustre assez bien le parcours des Juifs ces derniers siècles. C'est notre destin. Écoutez Julien, je ne sais pas comment vous dire merci, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que vous nous avez fait un cadeau extraordinaire avec ce message d'une humanité fracassante. Et je vous souhaite, à vous et à votre famille, de connaître des jours heureux. Merci mille. Merci. On se dit qu'on a de la chance d'avoir des gens comme ça en Israël. Alors maintenant, je vais vous présenter une jeune fille qui a consacré ses dernières années avec un esprit très combatif et beaucoup de talent à une mission qui est très difficile. C'est d'essayer de raconter le narratif israélien pour essayer de le faire entendre. Et c'est pas facile, mais c'était important de l'inviter à prendre la parole pour quelques minutes. Eden, rejoins-moi et tu peux parler directement du podium si tu préfères. Merci. Dire que nous on raconte l'histoire, mais l'histoire c'est eux. L'histoire c'est Sivan et l'histoire c'est ces 11 soldats qui sont tombés entre vendredi et samedi, et l'histoire c'est ces 120 personnes qui sont encore à Gaza. Et il faut s'en rappeler, c'est eux l'histoire et c'est pour eux qu'on est là. Alors bonsoir à tous,
Je m'appelle Edental Sassi Haddad, j'ai 26 ans, je suis juive, israélienne, sioniste, religieuse, française aussi. Je suis la fille de David et de Laurence, la sœur d'Abraham, de Zacharie, d'Aaron, de Joshua, la femme d'Élon. J'ai grandi en Guadeloupe et à Zichron Yaakov. Aujourd'hui, j'habite à Tel Aviv. J'aime la plage et les bonbons et Israël, surtout Israël. Je suis réserviste de Tzahal, porte-parole, étudiante. Je travaille dans la stratégie politique et je raconte l'histoire de mon pays. Et voilà, c'est à peu près moi. Je vous ai donné ma définition en quelques mots. Une définition que je continue d'écrire, mais qui, ces 8 derniers mois, a changé d'ampleur et pris, comme celle de beaucoup dans notre peuple, un autre sens. Un sens à une échelle collective, historique peut-être. Un sens qui naît seulement quand on fait partie de près ou de loin d'un événement qui change le cours de l'histoire. Alors j'ai beaucoup hésité et réfléchi comment remplir ces minutes, ces quelques minutes qu'on m'a donné l'honneur d'avoir ce soir, comment partager avec vous mon expérience en tant que porte-parole française de l'armée israélienne pendant cette époque historique, comme je le disais. Et finalement, je me suis décidée à m'arrêter quelques minutes et grâce à vous, faire ce que je n'ai pas fait depuis 8 mois et réfléchir à quelques moments que j'ai vécus en racontant cette histoire. Alors, désolée si déjà, si je pleure déjà. Mais j'ai essayé de réfléchir à quelques moments qui font partie de cette histoire et qui font partie des moments que j'ai eu, je ne dirais pas la chance, mais l'honneur de faire partie dans l'histoire de notre pays. Et de les partager avec vous ce soir. Alors, le premier moment, ce sont les premières larmes que j'ai versées. Et c'était pas le 7 octobre, alors qu'à midi, j'ai été rappelée pour faire mon rôle de réserviste dans le commandement sud, donc à Beersheva, vers midi. C'était après que mes 2 frères soient déjà partis, chacun dans leur unité, et quelques heures avant que mon mari aussi soit parti. Et c'était pas le 7 octobre, malgré que j'ai connu beaucoup de personnes qui sont tombées ce jour-là. Non. Les premières larmes que j'ai versées sont après un appel à ma mère, qui est ici ce soir, le 22 octobre, après un interview que j'ai fait sur France Info. J'en avais fait beaucoup des interviews ces jours-là, et j'étais pas prête à ça, une jeune fille de 25 ans, à parler à toute la France et à représenter mon pays. Et ce soir-là, sur France Info, sur le plateau, il y avait moi, il y avait bien sûr le présentateur, il y avait Olivier, un cousin d'otage, et il y avait Bélig Nabli, un professeur en droit dans une grande université en France. Et on me posait des questions, et Tzahal n'était pas encore rentré. On préparait en fait le narratif de l'entrée de Tzahal à Gaza. Aujourd'hui, ça nous paraît bien loin, mais on a pris des jours et des jours à réfléchir comment raconter cette histoire. Et donc je parle et j'explique, et puis on pose une question à Bélig Nabli, une question qui avait un rapport avec le Qatar et leurs promesses de possibles négociations face aux otages. Il ne répond bien sûr pas à la question, il répond un tas de mots. Vous les connaissez ces mots, crimes de guerre, colons, oppression, innocents, on les connaît tous. Et on était le 22 octobre. Le mois était encore octobre 2023. Et moi j'étais assis à Beersheva en uniforme de l'armée israélienne et j'entends ces propos. Et j'essaie de rester calme, j'ai eu beaucoup de mal à rester calme, et de répondre et de parler du droit et du devoir de ce peuple, de cette armée, de protéger ces civils qui se sont réveillés un matin et ont été tués dans leur lit. Et je finis cette interview et j'appelle ma mère et toutes les larmes de mon corps qui depuis, comme vous le voyez, coulent. Mais jusqu'à là, je n'avais pas pleuré, j'étais concentrée sur la mission et même ce que j'ai vu dans les villages ne m'avait pas fait pleurer, mais là j'ai pleuré parce que j'ai compris que moi, la petite Edental de Guadeloupe, j'avais un rôle, et ce rôle c'était de raconter l'histoire de ce pays. Même s'il était tout petit, même si l'impact, plus les mois sont passés, je vais en parler dans quelques minutes, et plus je me suis dit que l'impact n'était peut-être pas ce qu'on pensait pour eux. Parce que les gens qui nous détesteront toujours, et les gens pour qui la vérité n'a aucun rôle, la vérité n'aura jamais de rôle pour eux. Mais pour nous, le peuple d'Israël, d'être assis à la télé française ou dans le monde partout et de parler et de raconter notre histoire, pour nous, ça a un sens et c'est ce sens que j'ai compris à cette minute. Donc ça, c'est la première histoire. Et la deuxième histoire, c'est l'histoire de Maor qui habitait à Kfar Aza. Et nous nous sommes rendus à Kfar Aza avec une délégation de sénateurs français qui sont venus en Israël avec Gérard Larcher, tous les chefs de groupe du Sénat français. Et on leur a fait un tour dans Kfar Aza, brûlé bien sûr, avec ces odeurs que je n'oublierai jamais.
et Maor qui habite à Kfar Aza. On entendait les bombardements, bien sûr, c'était après que l'opération ait commencé dans Gaza. Et Maor regarde les sénateurs et il leur dit en hébreu quelques mots que j'ai eu l'honneur de traduire. Et des fois on essaye, on parle d'asbara, on parle d'explication, comment expliquer cette guerre. Et ces quelques mots de Maor sont tellement simples. Et c'est ces mots que je prends avec moi. Il leur a dit, vous savez, je veux juste rentrer chez moi. Et pour que je puisse rentrer chez moi, ça doit continuer ce qui se passe là-bas. Pour que je puisse rentrer chez moi, pour que mes enfants puissent recourir dans ces jardins brûlés, ça doit continuer. C'est tout ce que je veux vous dire. Je veux juste rentrer chez moi. Et je leur ai traduit cette phrase de Maor et je leur ai rajouté une seule demande. Je leur ai demandé, racontez notre histoire. Racontez ce que vous avez vu. Juste ce que vous avez vu, pas besoin d'expliquer, pas besoin d'asbara, ce mot. Je le fais depuis 5 ans, cette action d'asbara, je ne veux plus la faire. Je ne veux plus expliquer. Il n'y a pas d'asbara française, il n'y a pas d'asbara suisse, il n'y a pas d'asbara espagnol. On n'a plus besoin d'expliquer, il faut juste raconter. Raconter notre histoire. Et on va parler ce soir, Monsieur Antoven va en parler mieux que moi, du paradoxe de la liberté. Et la dernière chose que je voudrais raconter, c'est que je suis partie en France par l'armée et pour représenter l'armée en France face à 600 jeunes et face à des parlementaires et des journalistes et leur montrer, leur expliquer un peu ce qui s'est passé. Et je me sentais vraiment pas bien. Tous ces jours en France, j'avais un ressentiment que c'était pas ma place et que c'était pas ce que je faisais. Il y avait un problème et je savais pas lui donner à ce problème ces beaux mots de paradoxe de liberté, mais c'était ça. C'était les paradoxes de la liberté. Pourquoi un peuple doit expliquer, doit partir, doit prendre un avion pour expliquer après ce qui s'est passé, encore expliquer. Et j'ai eu beaucoup de mal. Je suis revenue en Israël. Je suis restée là depuis. Et j'ai beaucoup réfléchi. Et ces derniers jours, et j'ai pas de réponse, bien sûr. Je pense qu'on n'en a pas. Mais ces derniers jours, j'ai lu un livre qui parlait de la Shoah et de la nuit des cristal et des livres brûlés. Parce que les Allemands ont voulu brûler nos livres. Je pense que le Hamas aussi, bon, ils brûlent beaucoup pire que des livres, mais... Et les livres, c'est l'histoire. Et ils ont voulu brûler notre histoire. Et nous, on continuera à la raconter. Encore et toujours. Cette histoire, elle n'a pas de fin, et c'est pour ça qu'on la déteste. Et on continuera à raconter, et c'est ce que moi, encore une fois, c'est pas moi l'histoire. L'histoire, c'est eux, l'histoire, c'est ces soldats, l'histoire, c'est ce pays. Mais il faut continuer à la raconter. Toujours, encore et toujours. Merci. Merci, Eden. Mon cher Raphaël, tu t'attendais bien sûr à venir dans un pays en pleine guerre, mais là tu entends qu'on est décidé à se battre. Et encore une fois, on est tous là particulièrement heureux et reconnaissants. Tu es bienvenu pour quelques heures venir chez nous et partager avec nous ce que tu fais de mieux, ton discours et tes idées. Merci infiniment. C'est difficile de prendre la parole après tout ça. Bizarrement, c'est un bonheur d'être ici. Un vrai bonheur, un bonheur et un honneur. Je vous remercie de votre accueil, je vous remercie d'être ce que vous êtes et je vous remercie d'exister. Alors, avec Claude, on a discuté de ce qu'on allait faire ce soir et Claude souhaitait qu'on parle des paradoxes de la liberté. Le problème, c'est que ce sujet-là, cette conférence-là, d'une certaine manière, je l'ai faite 50 fois. Et je ne me sentais pas de vous proposer quelque chose que d'une manière ou d'une autre, j'aurais pu déjà ou j'ai déjà proposé à d'autres. Je voulais que les mots qui me viennent ici soient des mots qui viennent ici pour la première fois. Et alors j'ai écrit un texte. J'ai écrit un texte dont je ne sais pas ce que je ferai plus tard. Ce sont des lettres. Ce sont des lettres que je voudrais partager avec vous. Je voudrais vous les partager parce que je n'arrivais pas à écrire autre chose dans la perspective de cette rencontre. Ce sont des lettres à un ami arabe. Peu importe la vérité de l'ami arabe en question, s'il a vraiment existé ou pas. Ce sont des lettres à un ami arabe, des lettres que j'écris à un ami arabe. Et voilà, je ne sais pas ce que je vous les propose. C'est la première fois même que je les lis pour moi, à haute voix. 1. J'ai toujours méprisé les amitiés qu'on immole sur l'autel de la politique. Sans faire grand cas de mes sentiments, j'ai tendance à estimer qu'ils sont plus forts qu'un désaccord et qu'on peut s'aimer de tout son cœur même quand on n'est pas du même avis.
Il est vrai que quand vous êtes payé pour enseigner la philosophie, c'est-à-dire transformer les combats en débats, une mésentente est une richesse, une occasion. La possibilité offerte à deux esprits de mettre en partage ce qui les distingue, au lieu de brandir ce qui les oppose. La rupture entre Sartre et Aron, consommée des infameux déjeuners à Juan-les-Pins où en 1946, Sartre dit que s'il fallait choisir entre l'URSS et les USA, il choisirait la première, m'a longtemps paru le signe qu'ils ne s'aimaient pas tant que ça, les petits camarades. Puisque l'esquisse d'une guerre froide suffit à les séparer, pourquoi faut-il qu'un désaccord mute en dispute ? Un désaccord est une mise à l'épreuve, même quand l'un des deux a tort. Un désaccord est une occasion de se compléter au lieu de s'identifier comme des antipodes. À quoi bon la compagnie des autres s'il s'agit de s'entendre sur tout ? Quoi de plus ennuyeux que ces tablés unanimes où chacun hoche la tête ? Mieux valent ces foires d'empoigne chaleureuses et l'aiguillon d'un désaccord sincère où la voix monte sans devenir menaçante, où la véhémence tient lieu de colère et où les amis s'affrontent sans oublier qu'ils s'aiment et qui se terminent en déclaration de tendresse et en concession réciproque. Oui, mais ça, c'était avant. En ce qui nous concerne, jusqu'au 7 octobre 2023, nous ne nous étions, vous et moi, jamais trouvés en désaccord. Nous n'avions ni la même culture, ni les mêmes repères, ni la même histoire, mais aucune différence, aucun différent n'était venu pimenter nos discussions interminables. Une curiosité, et j'ose le dire, une admiration mutuelle nous tenait lieu de mésententes surmontées. Qui plus est, c'est sur le champ de bataille de l'opinion publique que nous avons fait connaissance, comme deux éclaireurs s'identifient à distance et partagent spontanément le plaisir d'être frères de tranchée. Vous êtes rapidement devenu mon copain vaillant, mon camarade, celui dont le courage oblige les amis et que l'ennemi redoute et qu'il ne faut pas décevoir. En l'islamisme, cette cochonnerie qui vous ruinait la vie, nous reconnaissions un ennemi commun. À force de vous entendre, de vous lire, de vous écouter, je finis par voir en vous un frère choisi en qui j'avais toute confiance. Et c'était bien réciproque. Est-ce vous qui étiez venu vers moi ou l'inverse ? Je ne sais plus. Mon premier souvenir date du jour chaud où, à l'abri d'un parasol cramoisi, sous l'étroite surveillance des policiers chargés de votre protection, vous me remettiez comme un trésor quantité de fiches sur des gens dont vous soupçonniez les accointances avec la lutte armée. Vous connaissiez par cœur, pour les avoir infiltrés pendant des mois, les réseaux des islamistes, les prédicateurs les plus redoutables, les mosquées clandestines et les écoles sous influence. Parler avec vous, c'était prendre la mesure du danger, rassembler des forces, préparer des coups. L'horreur du constat était assortie du sentiment qu'il restait des choses à faire. J'en sortais accablé mais résolu, et surtout, heureux de vous avoir vu. On ne voit jamais assez les amis. La vie est ainsi faite que l'exigence de les retrouver passe constamment après des choses plus pressantes et moins importantes. Le bonheur de les entendre, de prendre de leurs nouvelles, de savoir où ils en sont, la joie de s'épancher sur leur épaule fraternelle. L'existence d'un sage n'est faite que de ces rendez-vous exquis, mais pas la mienne. Comme tout le monde, je vois rarement les gens que j'aime, quelques heures chaque année, desquelles il faut retrancher la conversation courante pour en extraire les minutes de grâce où une confiance absolue permet les vraies confidences. De rares minutes, dont on oubliera l'importance après les avoir vécues. C'est le maigre lot des amitiés véritables. Pour nous deux, si la politique nous a permis de nous rencontrer, nous n'avions pas besoin de politique pour nous entendre et nous aimer. Quand nous déjeunions ensemble 2 ou 3 fois par an sous prétexte d'islamisme, c'était au bout du compte pour parler de l'essentiel, de peinture, de littérature, de mystique, de champignons et de paix retrouvée en buvant du bon vin. Et parfois seulement à l'occasion pour forger un mauvais coup. Notre ciel à nous ne connaissait aucun nuage et je n'avais pas vu venir le drame. La veille de la catastrophe encore, vous étiez venu me voir au théâtre, interpréter un spectacle sur Camus, où j'explique qu'aucune cause, si juste soit-elle, ne survit au sacrifice des enfants. Comme la représentation était suivie d'un échange avec la salle et que vous aviez rendez-vous, vous n'avez pas pu m'attendre et c'est en nous écrivant que nous avons conclu sur l'urgence de nous revoir. C'était, ce seront nos derniers mots. Le jour suivant, alors que les cadavres étaient encore chauds, alors qu'Israël venait de subir la plus terrifiante attaque terroriste depuis le 11 septembre, je vous entendis stupéfait, dans un même élan, dénoncer un apartheid israélien, puis un génocide à Gaza, appeler à un cessez-le-feu, plaider pour le boycott d'Israël et pour finir, sa mutation en État unique pour 2 peuples. Quelle mouche vous avez donc piqué dans la nuit ? Quel sortilège s'était abattu pour que vous, le héros, le défroqué de l'islam, le champion qui organise des apéros saucissons pinards pendant le ramadan sur les plages d'Essaouira, le pédé, le libertin que les mollahs n'auraient pas, qui cherchait, citation, dans un cul ce que d'autres allaient trouver au ciel, défendiez soudain des barbares en accablant des civils agressés. Comment le pourfendeur de l'islamisme pouvait-il comprendre, excuser, voire applaudir l'assassinat de civils par des sicaires fanatisés ?
Il me fallut quelques heures de perplexité douloureuse pour comprendre qu'évidemment, en réalité, vous aviez toujours pensé cela. Je l'ai compris en m'apercevant qu'ensemble, nous avions parlé de tout, d'amour, de désir, de politique, de liberté, de courage, mais, bizarrement, jamais d'Israël qui les contient tous. Comment tant de conversations avaient-elles pu manquer celle-là? Est-ce délibérément pour préserver la pulpe fragile d'une amitié que nos inconscients s'étaient entendus à ne pas mettre ce sujet sur la table? Est-ce un hasard? Rien n'est moins sûr. Le fait est que, depuis le jour maudit où j'ai trouvé chez vous les paroles que je combattais chez d'autres, je vois double quand je pense à vous. L'ombre portée de notre amitié continue d'irriguer le décor et c'est de tendresse que votre image s'accompagne, mais la tendresse est aussitôt vaincue par le dégoût de vous entendre. La même voix, la même fougue, la même éloquence et le même corps au service du Hamas. Alors je ne vous suis plus, je vous évite autant que je le peux. Mes amis qui étaient les vôtres vous attaquent désormais sidérés par votre changement, mais je refuse de participer à la curée car je tiens à vous malgré moi, bien qu'en un sens je sois seul à savoir que vous n'avez pas changé. Combien d'amitiés fracassées comme la nôtre par cet atroce conflit? On a beau croire qu'on fait la différence entre la politique et la vie, et se dire que seuls les cons se fâchent parce qu'ils pensent différemment, on en vient comme tout le monde à tourner le dos à des gens qu'on adorait parce que leurs paroles nous sont insupportables. Comme s'il y avait là un désaccord si profond qu'il engage la vie tout entière. Une alternative dont les termes sont absolument exclusifs l'un de l'autre, comme si nous n'avions le choix qu'entre deux discours qui mobilisent le cœur et sectionnent l'affection. Restent des ennemis qui n'ont pas envie de se battre et s'esquivent mutuellement parce qu'ils s'aiment encore, quoi qu'ils sachent, l'un et l'autre, que tout est fini entre eux. Lettre 2. Vous vous étonnez que je vous vois? C'est sur cette note pourtant que tout a commencé. En son début, notre amitié requérait l'écrin du vouvoiement comme la tonalité d'une admiration réciproque. J'aimais en vous l'indomptable républicain qui pense contre ses origines, vous aimiez en moi l'intellectuel récemment engagé qui sacrifie l'enseignement au combat de rue. Nous aimions l'un et l'autre que des chemins si différents nous eussent conduits au même endroit. Une inquiétude jumelle, nourrie par une estime complète, nous faisait un terrain commun. C'est beaucoup plus tard, quand le goût de l'autre a supplanté l'admiration qu'on porte aux guerriers, que le tutoiement s'est imposé lentement, au terme de quelques allers-retours qui nous faisaient sourire. Avec le tu, les confidences sont venues. Je vous parlais de mes addictions, vous me parliez de vos amants. Mais l'heure n'est plus à ces bagatelles fondamentales, et nous n'aurons plus jamais de belles conversations, vous et moi, en vous disant, vous, désormais, je vous tiens en respect. Une amitié peut-elle décélérer sans disparaître? Je ne sais pas, et pour tout vous dire, je m'en fous, ce qui ne présage rien de bon. Et puis c'est grâce au vous que je peux vous écrire sans vous griffer, si on se tutoyait encore, on s'écorcherait vif. Vous souvenez-vous de cette soirée où, entre deux verres d'un Clos Vougeot fameux, vous m'avez confessé que l'homosexualité vous avait à elle seule préservé de l'intégrisme? Que la tentation de Dieu et le goût du livre avaient été tôt vaincus en vous par une curiosité satanique pour des corps d'hommes et le goût, comme vous dites, citation, de vous faire lécher le cul. Et que c'est le plaisir, en somme, seul à nous avoir tirés du néant, et le bonheur d'être ce qu'on est qui faisait de vous un authentique républicain. Et j'en avais profité, je me souviens, pour vous parler de Kamel Daoud, dont la légende dorée raconte que c'est l'amour de la bouteille qui l'a détourné de la lutte armée. C'est faux, mais peu importe. J'entends encore, comme si j'étais en train de remplir nos verres, votre rire magnifique. C'est ce jour-là que vous m'avez appris que le code pénal marocain, dont l'article 489 criminalise les actes licencieux ou contre nature avec un individu de même sexe, est en contradiction avec la Constitution marocaine qui s'engage depuis 2011 à bannir et combattre toute discrimination à l'encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l'origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit. Et c'est vous encore qui m'expliquez que le problème ne venait pas de l'opposition entre d'un côté le méchant code pénal et de l'autre la gentille constitution, mais du fait que dans un pays libre, ce que le Maroc n'est pas, la loi ne dit pas le bien mais le droit. Vous disiez que l'enjeu dans ce pays n'était pas la coexistence des gens mais la prévalence de la vertu qui s'impose sans honte à ceux qui s'en font une autre. Vous aviez raison. Mais comment votre esprit libre et votre façon d'aimer peuvent-ils alors s'accommoder du sort qu'on réserve aux homosexuels dans la bande de Gaza ? Comment pouvez-vous être indifférent dans l'évaluation globale que vous proposez de ce conflit au fait qu'Israël soit le seul pays du Proche-Orient où l'homosexualité n'est pas un crime ? Comment le républicain que vous êtes, le partisan acharné de l'égalité des droits, peut-il oublier qu'Israël est le seul lieu de la région où les Arabes eux-mêmes peuvent critiquer leur gouvernement et afficher leur orientation sexuelle sans risquer la prison ? Votre homosexualité vous a préservé de l'intégrisme,
que ne vous a-t-elle préservé de l'antisionisme? Et à l'inverse, comment pouvez-vous ne pas prendre fait et cause contre le statut des homosexuels en Palestine? Les tortures, les humiliations, les exécutions, les défenestrations, comment le combattant que vous êtes, l'exilé, le dissident, peut-il ne pas se reconnaître dans le sort de ce Palestinien qui a obtenu le droit d'asile en Israël parce que sa vie était en danger s'il retournait chez lui, ou de ce commandant du Hamas, convaincu d'homosexualité, dont la débauche morale a précipité l'exécution, ou de cet homosexuel palestinien traîné à l'arrière d'une moto avant d'être décapité dans les rues de Bethléem? Je vous entends me répondre qu'Israël est un pays largement aux mains des religieux, dont le pink-washing masque une réalité moins rose pour les homosexuels, mais cet argument ne tient pas. Si pink-washing il y a, il n'est sûrement pas l'œuvre des religieux dont vous dénoncez l'emprise sur la société civile. Israël n'a pas à faire semblant d'accueillir les homosexuels. La loi le prévoit. Et contrairement au Maroc, qu'on peut accuser de pinkwashing quand il célèbre les écrivains qui, comme Paul Bowles, aimaient le Marocain autant que le Maroc, aucun code secondaire n'entre en contradiction avec des principes fondamentaux. Et votre féminisme? Et qu'en avez-vous fait? Qu'avez-vous fait de cette discussion où vous ne saviez pas me dire si vous étiez homosexuel ou bien si, à vrai dire, vous étiez une femme? Non, je vous pose la question parce que le 7 octobre dernier, des tueurs ont fait irruption dans des centaines de maisons endormies pour y égorger et violer tout le monde, parfois dans cet ordre. Je vous pose la question parce que chaque jour, de nouveaux témoignages de sévices nous parviennent, de seins coupés, de bassins brisés, de tournantes. Et vous vous taisez. Vous, si sensible au statut de la femme et aux injustices séculaires du monde arabo-musulman, vous tellement outré qu'une femme au Maroc hérite de la moitié de ce qu'héritent les hommes, vous, ferraillant sans relâche contre toutes les formes de patriarcat et de domination, vous voilà silencieux sur le viol en série de dizaines de femmes juives. Comment vivez-vous ce silence? Comment se passe le face-à-face avec votre reflet? Ah, je sais bien que vous avez du tempérament, et que chaque fois que vous adhérez à une cause, c'est avec l'âme tout entière. Je sais, pour avoir vu vos ennemis en souffrir, que vous ne savez pas vous battre à moitié. Mais faut-il, parce qu'on est entier, tourner le dos à l'autre moitié du monde? Pourquoi tant de cécité? En quoi la reconnaissance des atrocités subies par les Israéliennes dessert-elle votre combat? Pourquoi votre silence, encore une fois? Qu'avez-vous à perdre à reconnaître la barbarie des tortionnaires en qui vous refusez de voir des terroristes et que vous choisissez d'appeler des résistants? Quel est le sens de ce point aveugle qui vous vaut à vous, le premier des féministes, de passer sous silence un tel crime? N'êtes-vous pas le premier à dire que le statut des femmes et des homosexuels dans le monde arabo-musulman est la preuve de sa faillite morale? Comment pouvez-vous désormais réduire votre colère, l'ensemble de vos opinions et la totalité de vos gémonies au seul petit pays du Proche-Orient où les femmes et les homosexuels sont des citoyens comme les autres? Qu'avez-vous fait de vous-même? 3. Est-ce bien vous qui avez écrit « C'est la guerre du faible au fort. Les Palestiniens qui résistent à l'occupant sont à l'image de tous les exploités de la terre. » Non, là encore, je vous pose la question parce que personne, à ma connaissance, ne déteste autant que vous les gens qui font profession de victimes. Et nous n'avons jamais autant ri que le jour où vous m'avez expliqué la façon dont la gauche avait remplacé le prolétaire par l'arabe dans sa victimologie céleste. Je vous entends comme si vous étiez face à moi. Ces crevures bourgeoises en avaient marre des ouvriers, alors ils les ont remplacés par des arabes. Le prolétaire, c'était bon pour le XXe siècle. Depuis le 11 septembre, toute la misère du monde s'est reportée sur les arabes. Tu veux que je te dise, mon frère? Être arabe en Occident, c'est devenu un blanc-seing. Si j'ai un enfant un jour, je lui donnerai un prénom arabe comme le mien. Ça l'aidera à s'intégrer. Bon, c'était la fin du repas. Mais qu'est-ce qu'on riait? Et comme on s'aimait. Et voilà que vous parlez de guerre du faible au fort. Sérieusement. Non, alors je me permets d'abord de vous faire remarquer qu'un tel diagnostic est une affaire de point de vue. Je veux dire, à l'échelle du lieu lui-même, la bande de Gaza, vous avez raison, l'armée israélienne est plus forte que son adversaire. À l'échelle de la région, Israël est un pays nain, une Bretagne de 22 000 km² et une exception démocratique de 9 millions d'habitants, entourée par 14 dictatures et 350 millions de personnes attachées plus ou moins ouvertement à sa disparition. À l'échelle de la planète, enfin, Israël est le seul État juif et il vient de subir une agression d'une ampleur sans équivalent. Et s'il est un État qui peut revendiquer le statut de victime en chef, c'est bien ce dé à coudre dont l'existence est inexplicablement insupportable à une majeure partie du monde. Mais laissons ces querelles de chiffres et revenons à notre affaire de faible et de fort. Alors, où est passé le Nietzschéen en vous?
Qu'est devenu l'homme à qui, selon ces termes, j'avais ouvert l'esprit en lui racontant l'équation nietzschéenne selon laquelle la faiblesse est toujours perçue comme une vertu et la force comme une méchanceté. Nietzsche est le premier à voir venir comme un nivellement par le bas le gouvernement des victimes et l'idée que toute vulnérabilité est une compétence. Qu'avez-vous fait de l'exemplaire de la généalogie de la morale que je vous avais offert? L'avez-vous lu finalement? Avez-vous lu les pages où Nietzsche soutient que les faibles finissent toujours par se rendre maîtres des forts parce qu'ils sont le plus grand nombre et parce qu'ils sont plus rusés? Vous qui aimiez tant vous moquer des victimes autoproclamées, des plaintifs qui mendient un strapontin au banquet des tragédies, quel usage avez-vous fait de l'idée que la faiblesse est parfois plus forte que la force? Où est passé le pourfendeur de l'égalitarisme qui voyait un nivellement par le bas chaque fois qu'on lui parlait d'inclusion? Vous qui me disiez des jeunes filles qui se présentaient voilées à l'entrée des collèges français qu'elles étaient non pas des victimes mais des esclaves volontaires, comment pouvez-vous vous satisfaire d'une telle usurpation de faiblesse? Et comment votre tempérament peut-il s'accommoder de la manœuvre grossière qui consiste pour les Palestiniens à préempter le statut de victime pour s'attirer la sympathie des gens de bonne volonté? Vous étiez sans pitié pour ceux que vous appeliez les victimisés. Ces aspirants victimes, ces victimes qui se prennent pour leurs blessures et qui, systématisant leur sort, élèvent leur condition de victime au rang de statut opposable. Vous riez en cynique de cette douleur préemptée par des pleureuses qui prennent leurs larmes pour des armes. Vous aimiez déambuler dans les rues d'Essaouira en lisant à haute voix l'article de Kamel Daoud sur la misère sexuelle du monde arabe. Vous poussiez la liberté jusqu'à vous moquer des gens qu'on quitte et qui prennent le désamour pour une méchanceté. Comment faites-vous pour souscrire à un hold-up si élémentaire? Vous adoriez houspiller les femmes voilées dans les rues d'Essaouira au cri de « Daesh, Daesh !» Comment pouvez-vous avoir tant de haine pour l'État islamique et tant de mansuétude pour le Hamas? Non, bref, depuis quand vous souciez-vous des exploités, entre guillemets? Depuis quand la Palestine mandataire est-elle à vos yeux le centre du monde? Depuis quand reprenez-vous à votre compte l'indigente rhétorique victimaire? Comment la bande de Gaza, soudain devenue le sel de la terre, concentre-t-elle à elle seule la totalité des misères du globe? Comment les bombardements israéliens ciblés effacent-ils par leur violence le malheur des Ouïghours, des Syriens, des Ukrainiens, des Rohingyas? Ah, je te tiens, mon salaud. Tu pratiques l'esquive par l'altitude, m'auriez-vous fait remarquer sur un ton rigolard. Tu tentes de masquer le fait qui te dérange par des événements plus graves, et tu fuis le débat en me faisant la morale. Reprends du vin au lieu de me prendre pour un con. C'est vrai, aurais-je répondu. Mais si j'essaie de noyer le poisson dans d'autres catastrophes, c'est parce qu'il y a effectivement plus grave que ça. Ce qui se passe à Gaza est atroce, mais, comme tu dis, il y a pire. La tragédie de Gaza est une tragédie, mais elle est sans commune mesure avec ce qui s'est passé en Syrie, en Afghanistan, ou bien ce qui se passe en Ukraine. En honnête homme, vous auriez approuvé. On serait allé de concession en concession jusqu'à changer de sujet. Ah, je fais souvent le rêve éveillé des joyeuses conversations que nous n'aurons pas. La façon que j'ai trouvé de penser à vous est à mi-chemin du souvenir et de l'imagination. Je vous ai perdu, alors je vous recompose. Je vous peins. Je prête votre voix à des propos sensés et drôles. Vous vivez en moi à la façon d'une fiction et d'un long déjeuner imaginaire où, le vin aidant, nous aurions purgé chacun de ces sujets. Car le malheur, c'est qu'il n'y a qu'avec vous que je pourrais me moquer de vous. Il n'y a qu'avec un esprit libre et fraternel comme le vôtre que je saurais parler de votre propre involution, comme on rirait tous les deux d'une trajectoire qui conduit de la République au Hamas, ou de l'aristocratisme nietzschéen jusqu'à la sanctification des victimes. Si vous étiez juge de vous-même, vous seriez impitoyable, comme vous l'étiez avec les gauchistes convertis à l'islamisme au nom de la tolérance. Seul vous-même trouveriez les mots pour vous tourner vous-même en dérision. Quelle blague. 4. Comment devient-on islamiste? Comment bascule-t-on? Ah, il était rare de nous voir sans que d'une manière ou d'une autre, nous explorions le mystère et les étapes d'une telle conversion. Sur ce sujet, nous n'étions pas du même avis, vous étiez plus sévère que moi. Votre sentiment, étayé par une enfance marocaine dans une famille dont la culture n'entamait pas la piété, était que l'islamisme est contenu dans l'islam à la façon d'un fruit nécessaire, et qu'il n'y a aucun sens à combattre le premier sans détester le second. Face à vous, je faisais l'homme de gauche qui, en ignorance de cause, persiste à conjurer l'amalgame et maintenir une différence radicale entre les deux, tout en vous implorant de revenir dans un livre sur les détails de votre enfance et les raisons pour lesquelles vous étiez devenu tellement islamophobe.
Je vous parlais de Nietzsche, qui tenait chaque livre pour une confession involontaire de son auteur, et situait dans le corps l'origine des idées. Vous me répondiez que l'écriture n'était pas votre verre de vin, que vous n'aviez pas de talent, qu'importe, écrit comme ça devient. Peut-être, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Non, je ne sais pas, toi qui sais écrire. Moi, je sais parler. Eh bien, c'est parfait, il te suffit d'écrire comme tu parles, et tu sauras écrire aussi. Oh, ça a l'air facile quand on t'entend. Le repas s'achevait sur la promesse sans garantie, non pas d'écrire un jour, mais de me dicter généreusement vos mémoires d'apostat. Et au-delà de votre histoire, d'y raconter comment la haine vient à l'innocent. Car rien ne nous intéressait plus que de comprendre encore une fois de quelle façon l'amour de Dieu dégénère en pulsion meurtrière. De deux choses l'une, soit c'était nécessaire et comment expliquer alors que tant de musulmans ne deviennent pas islamistes, soit c'était fortuit et alors la religion devait être exonérée du fanatisme. Un tel passage, un tel basculement, s'explique-t-il à la façon d'une science exacte ou d'un théorème, ou demande-t-il pour être compris les outils plus délicats du romancier? C'était indécidable. Seulement depuis le 7 octobre, ce basculement, on l'observe à grande échelle. Du temps où l'on se parlait, le basculement était le fait d'un individu dont la trajectoire imposait qu'on l'étudiât à charge et à décharge pour en fixer les déterminants et la responsabilité. Depuis le 7 octobre, ce n'est plus un loup solitaire qui, dans le secret de sa piaule, prend un couteau et passe à l'acte. Ce sont des milliers d'étudiants qui, dans le monde entier, avec le sentiment de bien faire, se peignent les paumes en rouge et arrachent des affiches d'enfants otages dans la bande de Gaza. C'est que, ne vous déplaise, le 7 octobre, le choix qui nous a été offert n'est pas une alternative entre deux États, deux nations ou même deux visions du monde, comme c'est le cas par exemple dans le conflit russo-ukrainien, mais une alternative dont les termes sont d'un côté un État souverain et une armée régulière dont les crimes éventuels seront tous documentés, et de l'autre une organisation terroriste qui pille son peuple, éventre des femmes enceintes et dont le but assumé est l'extermination d'un pays entier. Et malheureusement, beaucoup de gens comme vous ont fait le mauvais choix. Ou plutôt, beaucoup de gens qui jusque-là n'avaient souhaité la mort de personne ni applaudi le viol de qui que ce soit, croyant défendre la Palestine, se sont crus obligés de prendre fait et cause pour des humains qui ont torturé, massacré, violé, kidnappé et brûlé vifs avant de mettre leurs exploits en ligne. Et beaucoup de braves gens, croyant défendre un monde meilleur, se sont soudain trouvés en situation de justifier l'injustifiable. Pris en étau entre l'impensable soutien au diable Israël, victime de la pire attaque du monde, et la défense d'un crime absolu, ils ont versé dans la seconde. Comme on se laisse tomber sans effort, ils ont basculé en enfer. N'est-ce pas exactement ce que nous appelions, vous et moi, une conversion ? Ce processus insensible au terme duquel, pas à pas, vous êtes conduits des meilleurs sentiments du monde jusqu'à la validation délibérée d'une entreprise meurtrière. Les mains rougies, par exemple. Comment avez-vous pu diffuser et applaudir l'image des étudiants qui s'étaient peints la paume en rouge ? Comment avez-vous pu le faire en sachant ce que cela signifiait ? Parce que je veux bien vous accorder le bénéfice de l'ignorance en première instance. Je veux bien croire, même si ça me surprend car elle a fait le tour du Moyen-Orient, que vous n'ayez pas à l'esprit l'image de ce Palestinien de Ramallah qui en 2000 montre à une foule ravie ses mains pleines de sang des soldats qu'il vient d'éviscérer. Mais une fois qu'on vous l'a dit, comment avez-vous pu cautionner la manœuvre typiquement antisémite qui consiste à produire une image à double entrée et à convaincre des étudiants incultes qu'ils sont en train de dire « stop au carnage » alors qu'en réalité ils sont en train de dire « mort aux Juifs ». Comment avez-vous pu continuer d'applaudir ces étudiants alors que tout le monde, vous inclus, était informé du sens véritable de cette image ? C'est ça qui me fascine. Quand on discutait de la conversion à l'islamisme, on s'interrogeait sur la puissance que la raison peut avoir sur les choix fondamentaux et sur la possibilité, par un argumentaire rationnel, de dissuader un apprenti djihadiste de passer à l'acte. Mais on butait sans cesse, moi surtout, vous vouliez les tuer, sur les gens qui persistent à vouloir mourir en tuant des mécréants alors qu'on leur a tout dit. Que faire de ceux qui sont imperméables à un autre langage que le leur ? Que faire de ceux qui savent ce qu'ils sont en train de devenir et s'y complaisent avec un délice incurable ? À cette question, je n'ai toujours pas de réponse. Mais l'image d'étudiants masqués qui, en sachant ce qu'ils montrent, se peignent les mains en rouge, donne à sentir de plus près le mécanisme de la conversion. Reprenons. Étape 1. On ne sait pas ce qu'on fait, on se peint les mains en rouge pour dire stop au carnage à Gaza. Étape 2. Alors que des âmes charitables nous ont renseignés sur le sens de ce geste, on continue de se peindre les mains en rouge.
C'est là que le futur converti fait un pas considérable dans le sens de son avilissement, mais que, hésitant devant l'abîme à franchir, il recourt à tous les idiots utiles qui s'attachent à lui montrer que, même si les mains rouges évoquent une éviscération à Ramallah, même si elles signifient mort aux Juifs, elles ont déjà été maintes fois brandies par des amis du genre humain pour dénoncer des carnages, voyons. Mais rien n'y fait. Le geste n'a pas la même signification quand il est l'œuvre de têtes creuses qui ne savent pas ce qu'elles font que quand il est l'œuvre des mêmes une fois qu'ils ont été renseignés. Dans le premier cas, les mains rouges renseignent sur l'inculture des étudiants. Dans le second cas, on bascule dans la servitude volontaire par la validation délibérée de l'horreur. Et c'est de cette manière, bercé par la rengaine complaisante qui le persuade insensiblement de la bénignité de son geste, que l'apprenti saute le pas et vient à se peindre les mains en sachant ce qu'il fait. C'est de cette façon que les gens basculent dans la mort, en étant peu à peu conduits à valider le pire au point d'adhérer par abus de bon sentiment à l'expression d'un désir de meurtre. Quelle différence entre ces moutons de la haine et vous-même qui célébrez cette image en feignant de croire qu'elle est vertueuse ? Que s'est-il passé en vous pour que vous ne retiriez pas cette image, le rouge de la honte au front, après avoir découvert son sens ? Vous êtes-vous répété comme un mantra, ça signifie pas mort aux Juifs, juste stop au carnage, ou bien est-ce parce qu'en vérité vous adhérez désormais au meurtre de Juifs que vous saluez ceux qui se peignent la main ? C'est là qu'on touche du doigt ce qu'il y a d'effectivement diabolique dans le fait de persévérer dans l'erreur. S'agit-il de votre part d'une adhésion profonde à l'hypothèse du crime ? Comprenez-vous que le mal est fait et que quand elle est volontaire, ce genre de souillure ne s'efface pas et que vous pourrez vous laver les mains tant que vous voulez, elles resteront sales ? Quand le professeur Samuel Paty a été assassiné, nos discussions portaient essentiellement sur l'autocensure et le règne de la terreur. Vous étiez sans pitié avec ces couilles molles d'écologistes qui invoquaient des raisons de procédure pour ne pas donner à un square le nom du professeur assassiné. Et vous n'aviez aucune mansuétude pour les professeurs qui, redoutant de perdre la tête, avouaient n'avoir pas abordé les sujets qui fâchent au cours de l'année, des cours d'éducation sexuelle jusqu'à la théorie de l'évolution, en passant par l'enseignement de la Shoah. Vous disiez « nous mourrons du déni ». Et j'étais d'accord avec vous. Vous disiez « les lâches sont plus dangereux que les islamistes, car ils sont plus nombreux ». Et j'étais d'accord avec vous. Je nous décrivais comme des autobots républicains nantis d'une personnalité perdue au milieu d'une armée de décepticons reproductibles à l'infini, et vous me promettiez de vous intéresser aux Transformers un jour prochain. Nous mourrons du déni. Que direz-vous alors des arracheurs d'images d'enfants otages dans la bande de Gaza ? Non, je ne vous ai pas entendu en parler, votre pudeur sur ce sujet me rend un peu l'espoir. Avez-vous trouvé cela honteux ? Votre cœur s'est-il soulevé à la vue de ces gens qui, dans les rues des démocraties du monde entier, déchiraient des images d'otages dans la bande de Gaza ? Est-ce la raison pour laquelle vous n'en avez pas parlé ? Non, permettez-moi d'en faire l'hypothèse et, considérant sur ce point que nous sommes d'accord, de m'adresser de nouveau à vous comme à l'ami que vous étiez. Sous toutes les latitudes, les arracheurs d'images sont des gens ordinaires, des personnes de tout genre, de tous âges et de toutes catégories, des gens décents, des gens comme vous et moi, des étudiants, des ouvriers, des chefs d'entreprise, des chauffeurs, des mères de famille, voire des députés. La seule différence, c'est que, pour se détendre, eux cherchent dans la ville des photos de juifs otages pour les arracher. Non mais que se passe-t-il dans une tête comme celle-là ? À quoi pense celui qui retire délibérément l'affiche de Kfir Bibas ? Pourquoi a-t-il, en le faisant en plus, le sentiment de bien agir ? N'est-ce pas là une autre forme de conversion ? Une nouvelle façon de basculer en enfer en se donnant les meilleures raisons du monde, et un pur négationnisme en temps réel. Arrachons les images en toute hâte, dissimulons comme on peut les crimes dont le Hamas lui-même se vante, effaçons les traces de celui qui publie sur Facebook ses propres exactions. Pris au dépourvu par l'ampleur et la publicité du pogrom, le négationniste bien pensant n'a pas le temps de s'organiser. Alors il fait ce qu'il peut, il arrache des images. C'est toujours ça de tuer. Peu importe qu'il soit inefficace, l'arrachage d'images d'enfants juifs est une fin en soi, car ce nouveau sport permet en plus aux négationnistes par procuration de déchirer un peu lui aussi le corps même des enfants et de participer à sa manière au joyeux massacre, de faire à distance partie de la foule des civils qui ont accueilli l'arrivée des Israéliennes et des otages avec des cris de joie et se sont disputés le privilège de taper sur leurs cadavres. Ce qui fascine aussi dans cet étrange spectacle, c'est leur refus de parler. Hormis quelques tarés qui prétendent que ces otages sont faux et qu'ils ont en fait été enlevés par l'armée elle-même, ça existe.
La plupart des arracheurs refusent de répondre aux questions des gens qui les interpellent en les filmant. Pourquoi donc ? Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de commettre un sacrilège. Mais un tel geste est plus fort qu'eux. Parce qu'ils sont conscients d'arracher des images d'enfants réellement otages, mais qu'ils le font quand même. Seule la tacite furtivité convient à un attentat de cette nature. Aucune cause, aucun prétexte n'épuise un geste aussi fou. Il faut l'écrin d'un silence obstiné à cet acte monstrueux. Le spectacle terrifiant des arracheurs d'images renseigne en vérité sur la porosité de la nature humaine au mal absolu. On commence en arrachant des affiches sans trop savoir soi-même pourquoi on le fait, et on finit par se réjouir que les otages meurent ou qu'ils ne reviennent pas. Il y a un abîme entre les gens qui arrachent des affiches d'otages et ceux qui s'abstiennent de le faire. Mais il n'y a qu'un pas entre les arracheurs d'affiches et les antisémites outranciers qui défilent gaiement au cri de « They're not coming back ». On croit la peste éteinte à jamais, et elle refait surface, sans crier gare, dans des cités heureuses, sous la forme de petits monstres pétris de bonne conscience qui croient bien faire en déchirant la figure des victimes d'un pogrom. On croit tirer les leçons de l'histoire et en une journée, une armée d'automates, certains d'être du bon côté, se lève dans le monde entier et déchire des images d'enfants otages parce qu'ils sont juifs. Encore une fois, ces gens-là sont comme vous et moi. Et pourtant, mon ami, c'est dans leur rang qu'on recrute les assassins de demain. Je continue ? 5. C'est la première fois que je le lis. Nous ne nous connaissions pas encore au moment de l'attentat contre Charlie Hebdo. Mais je vous écoutais déjà. Et je buvais vos paroles au lendemain de la catastrophe quand vous vous en preniez vertement aux gens qui laissaient entendre que, tout comme les États-Unis en 2001, le journal ne l'avait pas volé. Ah, vous étiez tellement virulent contre ces explicateurs qui faisaient au journal le procès d'avoir mal usé de sa propre liberté. Un dessein peut offenser, bien sûr, mais l'offense n'excuse pas le crime, c'est plutôt le crime qui se sert de l'offense pour être commis. À tous ceux qui disaient qu'il ne fallait pas jeter de l'huile sur le feu, vous répondiez si justement que le problème c'était le feu, pas l'huile, et qu'un dessinateur n'est pas responsable du malheur qui s'abat sur lui. Quelques années plus tard, lors de l'une de nos premières discussions, je vous ferai cadeau du mot de causeur pour désigner tous les salauds que vous haïssiez. Causeurs, car ils blablatent et ergotent sur ce qu'ils ignorent. Mais causeurs aussi, car ils cherchent des causes aux phénomènes qui les embarrassent afin de regarder ailleurs. Combien de fois avons-nous craché de concert sur ces pseudo-journalistes qui pondaient des articles à rallonge sur l'enfance misérable des frères Kouachi ? Un crime comme l'assassinat d'une rédaction entière ne trouve dans la série des causes aucune excuse recevable. Un crime est incommensurable avec les raisons qu'on lui trouve. Expliquer la barbarie, c'est nier la barbarie, disiez-vous. Et pourtant, tous ceux qui ont relativisé le carnage du 7 octobre en faisant valoir, Guterres, qu'il n'avait pas surgi en vase clos, ou qu'il n'était pas arrivé tout seul, ont trouvé grâce à vos yeux. Non, vous étiez vent debout contre les idiots utiles de l'islamisme qui trouvaient des excuses aux assassins de Charlie Hebdo, mais vous relayez et vous approuvez la parole de ceux qui expliquent sur tous les tons qu'Israël reçoit avec le 7 octobre la réponse qu'il mérite. Vous vomissiez ceux qui cherchaient dans les dessins de Wolinski une raison suffisante de décimer une rédaction, et vous approuvez ceux qui cherchent dans la politique israélienne une raison suffisante d'éventrer des femmes enceintes. Je ne comprends pas. Pourquoi cette exception israélienne a une lecture si fine du réel ? Pourquoi le principe de responsabilité que vous aimiez brandir contre tous ceux qui se cherchent des excuses cesse-t-il de s'appliquer aux nazis du Hamas ? Oui, nazis. Non, en fait, il y a deux différences entre le Hamas et le nazisme. D'abord, les nazis dissimulaient leurs crimes et tentaient de faire place nette, tandis que le Hamas se vante de ses exploits et les met en ligne. Ensuite, à l'inverse, les nazis ne faisaient pas mystère d'être ouvertement haineux, tandis que les soutiens du Hamas se retranchent derrière l'idée délirante qu'ils seraient à la pointe du combat des opprimés. En somme, le Hamas, c'est un nazisme populaire qui mène un projet génocidaire tout en donnant à ses nombreux soutiens le sentiment de combattre l'injustice. Le Hamas est un nazisme à tête de victime,
un nazisme pour progressistes, un nazisme dopé aux sciences sociales, qui pour cette raison trouve des avocats dans le monde entier, et dont les partisans sont convaincus de construire un monde meilleur. L'intention exterminatrice est exactement la même, mais à la différence des nazis qui se vivaient comme infiniment supérieurs aux cancrelats juifs, les SS du Hamas persistent à se présenter comme les victimes de ceux qu'ils voudraient tuer jusqu'au dernier. Le nazisme était une haine métaphysique du juif qui n'avait pas besoin d'une cause. Le Hamas relève d'une haine identique, mais il faut un prétexte à ces tueurs. Netanyahou, sionisme, implantation, tout est bon pour justifier qu'on massacre des familles. Les nazis assumaient de haïr les juifs pour ce qu'ils sont. Le Hamas se flatte, c'est sa fierté, de haïr les juifs pour ce qu'ils font. Les nazis assumaient une ambition délibérément génocidaire, le Hamas fait comme s'il était l'agressé, comme s'il fallait comprendre. Cette sale petite nuance change tout en matière d'opinion publique. Le nazi est d'autant plus indéfendable qu'il ne se donne lui-même aucune excuse. Le Hamas, en revanche, trouve quantité d'avocats, dont vous, chez ceux qui épousent sa cause. Personne aujourd'hui n'oserait approuver la Shoah ou même expliquer le génocide des Juifs à la lumière d'une question territoriale ou sociologique. En revanche, alors que c'est la même histoire, le pogrom d'Israéliens se voit expliqué, analysé par un tas de belles âmes. Les uns accusent Netanyahou, les autres accusent Netanyahou, les troisièmes accusent Netanyahou. Et tous accusent les gens qui défendent Israël de soutenir Netanyahou, quand bien même la plupart d'entre eux étaient vent debout contre sa politique. Tous ces avocats du Hamas ont en commun de faire comme si l'abominable était explicable. Et comme si les victimes du crime de masse le plus hallucinant depuis la Shoah étaient en réalité les auteurs d'une impardonnable oppression. Or, éventrer des femmes enceintes ou décapiter des bébés ne s'explique pas par de la géopolitique. Le Hamas est un nazisme qui reçoit des sciences sociales le coup de main providentiel d'une explication, sinon d'une justification, comme si Hitler avait été soutenu par les communistes allemands au nom de la misère sociale qu'il a portée au pouvoir. Dans le soutien au Hamas, il n'y a pas seulement du cynisme électoral, il y a aussi la conviction que la barbarie n'est pas une limite au combat contre l'injustice et que le meurtre délibéré d'enfants trouve sa raison dans une mauvaise politique. Bref, entre les deux nazismes, entre les deux projets génocidaires, le Hamas a l'avantage de recevoir l'excuse d'une explication, de se vivre comme une réaction et d'être présenté comme une résistance par ses soutiens. L'enjeu est d'intimider ceux qui oseraient le condamner, de faire peser la menace d'une excommunication collective sur ceux qui oseraient parler de terrorisme à propos du meurtre délibéré d'enfants, bref, de dissoudre la haine du Hamas dans l'acide d'une explication. Comment pouvez-vous pourfendre les salauds qui dénoncent un mauvais usage de la liberté par les caricaturistes et saluer la hauteur de vue de Judith Butler quand elle déclare, le 3 mars 2024, citation, « Je pense qu'il est plus honnête et plus correct historiquement de dire que le soulèvement du 7 octobre était un acte de résistance armée. » Elle l'a dit et répété. Alors, pardon d'être désagréable ou de me répéter, mais le 7 octobre, sous une pluie de roquettes, plus d'1 millier de civils israéliens ont été massacrés, 200 d'entre eux ont été pris en otage, des dizaines d'Israéliennes ont été violées et continuent de l'être à l'heure où je vous écris. Des gens sont entrés dans des maisons et ont décimé des familles entières. Pendant des heures, écrit Dina Rubina, des milliers de bêtes joyeuses et ivres du sang ont violé des femmes, des enfants, des hommes, tirant dans l'entrejambe et la tête de leurs victimes, coupant les seins des femmes et jouant au football avec elles, coupant les bébés des ventres des femmes enceintes et les décapitant immédiatement, arrachant et brûlant les petits-enfants. Et ils ont filmé tout ça avant de les poster sur la page Facebook de leurs victimes. Et des foules entières se sont réjouies dans la bande de Gaza au passage des cadavres et des centaines d'otages. Le 7 octobre est un acte purement génocidaire dont les auteurs se sont réjouis d'avoir tué des Juifs, car telle était leur décision. Et les gens qui trouvent des excuses à ça ne valent pas mieux que les gens qui trouvent des excuses aux assassins de Charlie Hebdo. Leur erreur commune, leur faute, est de réduire la décision de tuer à une réaction, d'inscrire les crimes du 13 janvier et ceux du 7 octobre dans le cycle logique, sinon naturel, d'un enchaînement de causes et d'effets. Aucune différence entre les belles âmes qui célèbrent le courage des terroristes du 11 septembre, courage entre guillemets, et invoquent l'impérialisme américain, voire la CIA, pour en conclure que c'est bien mérité, et celles qui indexent les crimes du Hamas sur 75 ans d'occupation et la politique de Netanyahou. Les causeurs d'aujourd'hui, Judith Butler en tête, noient la catastrophe dans l'apparence de son explication. Or,
aucune injustice n'explique l'éventrement de femmes enceintes. Aucune colonisation n'autorise le kidnapping d'enfants ou le massacre des parents. Une décision politique et un pogrom ne sont pas commensurables. Le second ne peut pas davantage être tenu pour une réaction au premier qu'un meurtre n'est une réaction adéquate à une gifle. Un pogrom n'est pas la conséquence d'une politique, ni un acte de résistance, ni le fait d'un soulèvement, mais la décision criminelle d'un cerveau génocidaire qui prend prétexte d'une situation géopolitique pour assouvir le vieux désir d'exterminer des Juifs. La faute de Judith Butler, comme de tous les causeurs qui avant elle se donnent l'air d'expliquer l'horreur et de dissoudre le crime dans la série des causes qu'elle lui trouve. En quoi est-ce une faute, me demandez-vous? Sérieusement? Mais oui, je vous le demande. Tout phénomène n'a-t-il pas quantité de causes, et n'est-ce pas progresser dans la connaissance que de démêler les chevaux de ces causes? C'est le cas. Sauf quand l'exhumation des causes est uniquement employée à dissiper la gravité de la tragédie qu'on a sous les yeux. Sauf quand la quête des causes est une façon de fuir le phénomène lui-même, sauf quand on se satisfait d'expliquer ce dont on ne dit rien quand on l'explique. En réalité, Judith Butler, que vous tenez sans avoir lu un seul de ses livres pour un phare de la pensée depuis qu'elle nie la gravité des crimes du Hamas, souffre de théorisme. Elle recouvre de théorie le phénomène qu'elle refuse de voir. Elle enrobe de théorie le fait qu'il écorche. Elle dilue la responsabilité dans la théorie qu'elle promeut. Plus exactement, l'enjeu du théorisme n'est pas de teinter de théorie le phénomène. Le théorisme n'est pas un divertissement pour noyer le poisson. Le théorisme est un acide qui ronge un phénomène en le disséquant et qui prétend éclairer la chose jusqu'à ce que nul n'y voit plus rien. Ainsi, en évoquant 75 ans d'occupation ou bien le génocide soi-disant commis par Israël, Judith Butler ne se contente pas de résumer imparfaitement la situation d'une démocratie minuscule entourée de dictatures qui rêvent de la faire disparaître. Elle dissipe, au nom du principe d'honnêteté, le 7 octobre dans l'abstraction de 75 années. De 75 ans d'occupation, entre guillemets, elle fait une seule cause gigantesque, propre par son gigantisme, à masquer autant qu'à dissoudre les crimes du 7 octobre. Elle oppose au spectacle d'un pogrom bien réel la rengaine d'un génocide imaginaire, parce qu'à ses yeux, voir le mal, c'est mal voir. S'arrêter aux images du 7 octobre, c'est méconnaître ce qui censément les a causés. Ne soyez pas dupes des apparences, soyez lucides, regardez au-delà du spectacle atroce qu'on vous vante à l'envi. Qu'est-ce à dire? Que si atroce soit le crime, il mérite d'être inscrit dans une histoire plus longue que lui, l'histoire d'un contexte colonial. See the big picture. Le théorisme est une version dévoyée de l'idée banale selon laquelle on ne voit convenablement qu'avec les yeux de l'esprit. Sous le prétexte d'échapper aux apparences, sous l'alibi de ne pas verser dans l'hypnose devant un phénomène fascinant, le théorisme organise la désertion du regard. Au motif de mieux le comprendre, le théorisme inscrit le phénomène dans un tissu causal où il perd tout son relief. Afin de voir mieux, le théorisme regarde ailleurs. Ce faisant, le théorisme de Judith Butler compense à sa manière un négationnisme entravé. Parce que, comme il est impossible de nier les atrocités du Hamas, comme le négationniste ordinaire est pris au dépourvu par un pogrom qui s'est filmé lui-même, comme il en est réduit à tenter vainement d'arracher des affiches d'enfants otages sans parvenir à dire pour quelle raison il le fait, le négationnisme plus élaboré de Judith Butler ne nie pas l'existence du crime, mais lui dénie tout simplement la valeur de crime. Mais lui dénie tout simplement la valeur de crime au profit des notions de résistance ou de soulèvement. Puisque les crimes ont eu lieu et puisqu'il est difficile d'affirmer le contraire ou même d'avoir un doute à ce sujet, dans la mesure où les criminels eux-mêmes s'en vantent, nous allons ôter au crime en question son caractère innommable en lui substituant un caractère explicable. Et c'est de cette façon, entre autres, que sans y voir la moindre contradiction, Judith Butler, papesse du féminisme contemporain, aveuglée par sa lucidité, explique, justifie et présente implicitement comme le fait d'un soulèvement le viol, la torture, l'enlèvement, le massacre et la séquestration de dizaines de femmes. Il n'y a aucune relation de causalité entre ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre et les choix du gouvernement israélien. Si critiquable soit le second, les deux ne sont pas commensurables. Aucune décision légale ne justifie une hécatombe. Les gens qui indexent ce qu'ils appellent pudiquement une offensive armée des forces palestiniennes sur la politique d'occupation du gouvernement Netanyahou, citation encore, crachent à la gueule des cadavres et dénient aux survivants le droit de se plaindre.
Quand, sous prétexte de contexte, on présente la plus hallucinante agression terroriste qui soit comme l'effet d'une politique qu'on désapprouve, on dilue l'horreur tout en se donnant l'air de mieux la comprendre. On se donne le ton de la hauteur, on contrefait l'altitude, on parle de paix, mais l'enjeu est uniquement de minorer la gravité qui dérange. Les députés français qui présentent les crimes du Hamas comme une simple réaction au choix d'un gouvernement élu sont les négationnistes du présent. Chercher des causes à l'événement monstrueux, c'est refuser l'existence de la monstruosité elle-même. Ce qui ne veut pas dire que la barbarie n'a pas de cause, ça veut juste dire que la barbarie n'est pas soluble dans les causes qu'on lui trouve. Comme vous le dites, expliquer la barbarie, c'est nier la barbarie. 6. Je vous lis. Israël est un projet religieux et génocidaire depuis sa création. Mais de quoi parlez-vous? D'un État créé contre la vie des religieux? Sur fond d'un plan de partage de la Palestine mandataire qui donnait la moitié du même territoire au peuple d'en face? Je n'avais jamais entendu le mot de génocide dans votre bouche. Ah, Dieu sait si pourtant nous avons parlé d'horreur, de barbarie, d'excisions et de tortures subtiles. L'islamisme, notre ennemi commun, ces crevures de frères musulmans, comme vous disiez, ou ces ordures d'indigènes que vous soutenez désormais dans leur croisade pour envoyer les sionistes au goulag, nous fournissaient tant de sujets d'indignation, de colères ou de rire, qu'en nous tenant à ces sujets, nous avions au moins 30 ans de conversation devant nous. Mais quand même, c'est étrange. On aurait pu parler des Rohingyas massacrés par les Birmans, des Tibétains ou des Ouïghours stérilisés par les Chinois, des Arméniens pulvérisés par les Turcs, ou tout simplement des Juifs. Mais non. Jamais nous n'avons parlé, jamais nous n'avons dit génocide à propos de quoi que ce soit, et nous n'avons jamais parlé de judaïsme non plus. Ou plutôt si, notre seule discussion sur le judaïsme, la seule en tout cas dont je me souvienne, portait sur le dernier libraire juif d'Essaouira, dont l'échoppe allait bientôt fermer, ce que vous déploriez. Tout allait bien. Est-ce l'effet d'une indifférence mutuelle à la religion de mes ancêtres, et du fait qu'à moins d'y être invité, en ce qui me concerne, je ne parle pas de judaïsme car je n'y connais rien? Ou est-ce que nos inconscients se sont entendus à ne pas arpenter ce terrain miné? Génocide, désormais, vous l'écrivez tout le temps. Génocide à Gaza. Vous le criez, vous le hurlez sur tous les plateaux, vous le hashtaguez, vous mettez toutes vos forces et votre influence à le diffuser. Pas une remarque de votre part n'échappe à ce rappel. Tout est prétexte à le redire, chaque question qu'on vous pose conduit au même point aveugle. Or, il n'y a pas de génocide à Gaza. J'aurais aimé pouvoir vous dire cette phrase en face et mettre tout le poids de l'affection dans la balance pour obtenir de votre part un silence de cathédrale pendant que je vous livre mon point de vue sur cette question. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il n'y a jamais eu de génocide palestinien. Il n'y a jamais eu d'entreprise délibérée d'extermination du peuple palestinien en raison de son identité. Il y a eu un génocide arménien. La Turquie est née en 1923 sur la négation des crimes contre l'humanité commis par l'Empire ottoman. Un génocide juif, bien sûr, un génocide cambodgien, un génocide de Tutsis au Rwanda, peut-être même un génocide des Tibétains, des Ouïghours ou des Rohingyas, car il s'agit dans tous ces cas d'intentions exterminatrices planifiées par un État. Mais il n'y a jamais eu de génocide palestinien, encore moins ourdi par Israël. Alors, les Palestiniens ont connu des malheurs sans nombre, ça c'est sûr. Contraints à l'exode après la première guerre contre Israël, les Palestiniens ont été massacrés par les Jordaniens, refoulés par les Égyptiens, bombardés par les Israéliens, pris en otage par le Hamas et instrumentalisés par tout le monde. Mais nul n'a jamais tenté de les supprimer jusqu'au dernier parce qu'ils étaient Palestiniens. Et heureusement! C'est la raison pour laquelle aucune instance internationale n'a statué ni ne statuera sur l'existence d'un génocide à Gaza. Il n'y a jamais eu de génocide palestinien. Vous pourrez répéter le contraire à l'envi, brandir les chiffres du Hamas, délibérément mal interpréter les décisions de la Cour internationale de justice. La réalité demeure têtue. La riposte israélienne destinée à détruire le Hamas ne relève pas du génocide, mais des horreurs mutuelles de la guerre. Les mots ont un sens et celui de génocide ne correspond pas à la tragédie palestinienne. Comment, au lieu de vous réjouir de cela, pouvez-vous prendre fait et cause pour la démonstration du contraire? Et comment pouvez-vous exhiber vous-même une pancarte qui montre un État palestinien sans juifs de la rivière à la mer? Qui est génocidaire? Le seul génocide auquel nous ayons assisté l'an dernier, c'est le massacre, le viol, l'immolation et l'enlèvement de civils innocents par des milliers de terroristes avides, selon leurs propres termes, de tuer des juifs. Qui dit mieux? Les massacres du 7 octobre en Israël présentaient manifestement un caractère génocidaire.
De quoi s'agissait-il, sinon d'un plan coordonné de différentes actions visant à tuer des gens parce qu'ils étaient juifs, ou comme dit le dictionnaire, d'un ensemble de persécutions destinées à éliminer au moins partiellement un groupe national et religieux en raison de son appartenance? Il suffit pour s'en convaincre de se référer à la charte du Hamas, qui appelle ouvertement au meurtre des Juifs et qui prévoit le djihad contre l'invasion sioniste jusqu'à l'anéantissement d'Israël et son remplacement par un État islamique. En revanche, jusqu'à nouvel ordre, la riposte israélienne destinée à détruire le Hamas ne relève pas du génocide. Les mots ont un sens. Seulement voilà, peut-on faire exister un mensonge en le répétant? Un mensonge 2 fois dopé par le psittacisme et par le plaisir qu'il procure est-il plus fort que le réel? Le fait est que, si vous croyez que la Terre est plate, vous trouverez aujourd'hui tout autour du globe des tas de gens pour penser la même chose que vous, et avec un peu d'effort, vous pourrez aisément ne fréquenter que des lieux qui vous le racontent. Imaginez maintenant ce qu'il en est de la pure croyance selon laquelle il y aurait un génocide à Gaza. Une croyance, un fantasme étayé par des millions d'images, autant de manifestants et une brochette de juristes acharnés à le démontrer. La réalité a moins de prise sur le délire géopolitique que sur le maintien de la cosmologie antique. Car ici, le délire est un désir. Vous souvenez-vous de ce qu'on disait des méthodes des propagandistes? Des escrocs de l'islamophobie, comme disait Charb, qui jouaient sur les mots et faisaient passer la critique d'une religion pour la haine de ses pratiquants? De ce qu'on disait des rentiers de l'antiracisme, qui voyaient du racisme à tout bout de champ et s'autorisaient au nom d'un racisme systémique à sélectionner eux-mêmes les gens sur la couleur de leur peau? Ou des victimes professionnelles promptes à criminaliser l'objection qu'on leur adresse en vous accusant de harcèlement? Autant d'entreprises vaines, d'œuvres de propagande, de tentatives absurdes qui voudraient, en s'empilant, passer la barre de la vérité. Or, à quoi assistons-nous ici avec la fable d'un génocide à Gaza? Au plus grossier mensonge du XXIe siècle, à la plus invraisemblable contre-vérité mondiale qu'on ait jamais brandie. Un génocide, à coups de bombardements ciblés sur une population qui a triplé en 20 ans. De qui vous moquez-vous? Que des millions de gens, dont vous, le répètent inlassablement, n'a rien qui doit impressionner. Le mot de génocide reste et demeure une œuvre de propagande, un défi que le langage adresse à la réalité en menaçant de la recouvrir ou de se mêler à elle au point d'en être inséparable. Or, rien ne dit que le langage perde la partie. Rien ne dit que la réalité l'emporte sur ce que tant de gens ont envie de croire. Le mot de génocide, dont l'emploi est un crachat à la figure de ceux qui l'ont vraiment subi, est un défi lancé par le langage au réel. La fantaisie de couvrir le réel de tant de mots et d'interprétations fallacieuses qu'il en devienne insaisissable, au point qu'au lieu de le chercher, chacun s'en retire dans son coin comme Gollum se cache en seule compagnie de l'anneau de Sauron avec un morceau de la réalité qui lui convient et qu'il caresse jalousement, l'emportera-t-elle sur la simple reconnaissance des faits? Le fait est que nous voilà privés de parler de la tragédie de Gaza par les propagandistes comme vous qui veulent faire croire qu'il s'agit d'un génocide. Nous voilà privés de compatir publiquement pour le 1,5 million de Gazaouis parqués dans Rafah par l'urgence de démentir constamment une accusation grotesque dont l'enjeu est de disqualifier en profondeur l'État d'Israël et de le mettre au banc des nations à défaut de pouvoir en contester l'existence, comme on maintient dans sa boîte le diable qu'on n'arrive pas à détruire. Comme le mandat d'arrêt proposé par le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, visant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, en même temps que les dignitaires du Hamas, c'est presque exactement comme si on mettait sur le même plan les nazis coupables de génocide et les alliés coupables des bombardements de Dresde, ou comme l'accusation non moins absurde d'apartheid, comme la transmission de père en fils unique en son genre du statut de réfugié palestinien, comme la tentative de l'interdire d'Eurovision ou la demande de rompre tout partenariat universitaire, l'accusation de génocide relève d'une entreprise concertée de délégitimation d'un petit État dont les seuls torts sont d'être juif et démocratique. D'une tentative d'abolir ou de circonvenir et d'étouffer une démocratie de moins de 10 millions d'habitants et le seul État du Proche-Orient où, encore une fois, les Arabes peuvent afficher leur orientation sexuelle et critiquer le gouvernement sans aller en prison ou être jetés d'un immeuble. En démocratie, écrit Tocqueville, le maître n'y dit plus « vous penserez comme moi ou vous mourrez ». Il dit « vous êtes libre de ne point penser ainsi que moi. Votre vie vaut bien, tout vous reste, mais de ce jour, vous êtes un étranger parmi nous.
Oh, vous garderez vos privilèges à la cité, mais ils vous deviendront inutiles, car si vous briguez le choix de vos concitoyens, ils ne vous l'accorderont point. Vous resterez parmi les hommes, mais vous perdrez vos droits à l'humanité. Tel est le sort que réservent à Israël tous ceux qui pestent de ne pas l'anéantir. Faire comme s'il n'existait pas. Réduire son existence à la portion congrue qu'on réserve au pire régime, traiter Israël comme la Corée du Nord ou la Russie, l'étouffoir, l'assommoir, l'abattoir, l'infamie au besoin. Tout est bon pour imposer le silence et tourner le dos à celui que la loi nous impose de tolérer, mais qu'une haine irrationnelle commande d'exclure. 7. Parfois, je fais le rêve éveillé que vous êtes un agent double. N'avez-vous pas déjà infiltré les frères musulmans ? Ne vous êtes-vous pas déguisé en femme, avec délices, pour recueillir les sermons d'un prédicateur salafiste à Brest ? Pourquoi ne serait-ce pas, après tout, une nouvelle manœuvre de votre part, mais à plus grande échelle ? Le rôle d'espion vous va si bien. La particularité de votre nouvelle mission, c'est que vous êtes caché en pleine lumière. Fini les déguisements, les gandouras assez vastes pour cacher votre absence de taille et les tentatives d'efféminer votre voix. Cette fois-ci, c'est en qualité de vous-même, ou plutôt masqué par vous-même, que vous officiez en secret. Dissimulé derrière votre opinion, vous prenez des contacts avec vos anciens pires ennemis, vous recueillez des confidences, vous gagnez la confiance des gens qu'en réalité vous n'avez jamais cessé de combattre. Sous vos professions de foi, vous étudiez l'adversaire, vous apprenez à le comprendre, vous infiltrez des nouveaux réseaux, et bientôt, vous vous ferez connaître à votre ami, vous ferez un livre de tout ce que vous aurez vu, et nos déjeuners reprendront. Ou alors vous irez trop loin, vous serez dévoilé et capturé par l'ennemi, trahi par je ne sais qui et pendu dans la bande de Gaza comme Brody dans Homeland après avoir tenté d'assassiner Yahya Sinwar. Hélas, rien de tout cela n'arrivera. Vous n'êtes pas l'agent secret qui se maquille en gauchiste pour percer les mystères du malin. Vous êtes juste un homme en qui, comme en beaucoup, la raison disparaît dès qu'il s'agit du seul État juif de la planète. Vous êtes un homme qui défend le Hamas, qui lui trouve des excuses et qui propage ses mensonges et ses chiffres. Vous êtes un humain qui refuse de dire terrorisme à propos d'un pogrom, qui parle de résistance à propos d'un massacre et qui, contrairement à Al Jazeera, n'efface pas les posts qui accusent faussement Israël d'avoir bombardé un hôpital ou d'avoir commis des viols, qui chante « From the river to the sea » comme si c'était du John Lennon, qui voit le 7 octobre comme un soulèvement légitime tout en affirmant que sa riposte est inacceptable, qui dénie à une jeune femme le droit de chanter au motif qu'elle représente la seule démocratie du Proche-Orient, qui entonne « Queers for Palestine » tandis que des homos sont jetés d'un toit à Gaza, qui croit que défendre Israël, c'est défendre Netanyahou et qui se peint les mains en rouge en sachant ce que cela signifie. Ça me fait si mal de vous le dire, d'autant que je vous le dis en ami, mais vous êtes un imbécile, un abruti doublé d'une ordure antisémite. Seulement, vous n'en avez aucune idée. Au contraire, vous êtes convaincu d'être du bon côté de l'histoire. Nous avions 8. Pardon. Nous avions tout. C'est presque fini. Nous avions toutes sortes d'ennemis, vous et moi. Les islamistes, les gauchistes. Oui, il y en a 10. Mais les deux dernières sont plus courtes. Nous avions toutes sortes d'ennemis, vous et moi. Les islamistes, les gauchistes, les islamo-gauchistes, les laïcophobes et les lâches de toutes opinions. Mais de toutes les inimitiés, aucune n'était plus redoutable que la sottise, disiez-vous. Car on peut tout contre quelqu'un qui se trompe, et l'on peut encore un peu contre quelqu'un qui est de mauvaise foi. Mais on ne peut rien contre l'imbécile, fascinamment con, qui ne vous comprend pas, qui n'a aucun effort à faire pour ne pas vous comprendre. Comme j'aurais aimé vous avoir à mes côtés quand j'ai dû subir le procès d'une cohorte d'ânes battés, attachés à démontrer que, pour avoir fait une différence entre un bombardement ciblé et un attentat aveugle, je faisais une différence entre les victimes des deux bords. L'autre vous-même, celui que j'aimais, eût été sans merci avec eux. Car on répondrait, mais ensemble, à ces gens-là qu'il est essentiel de faire la différence, non pas entre les morts palestiniens et les morts israéliens, mais entre les victimes collatérales d'un bombardement dont les auteurs ont prévenu les habitants et les gens qui sont massacrés au hasard des rues par des tueurs fanatiques. Les premiers sont victimes de la guerre, les seconds sont victimes d'un génocide. Mais, diront-ils, un mort est un mort, pourquoi cette différence ?
Pourquoi cette différence? Mais parce qu'une chose est de tuer sans le vouloir, tout autre est de vouloir tuer. Les gens qui refusent de faire une telle différence reprennent mot à mot, sans s'en apercevoir, l'argumentaire de Jean-Marie Le Pen au moment de son fameux point de détail. Souvenez-vous. Que dit Le Pen en faisant valoir que le mode d'exécution des Juifs est un point de détail? Que les victimes juives de la Shoah sont des victimes de la guerre comme les autres. Et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les morts. Le détail, à ses yeux, n'est pas la mort de millions de Juifs, mais la façon dont ils sont morts, qui ne lui paraît pas plus grave qu'une autre, puisque là encore, le résultat est identique. C'est en cela que Le Pen est profondément négationniste. Non dans la négation des morts, mais dans la réduction de ces morts aux atrocités de la guerre. Dans le déni de l'extermination systématique d'un peuple au nom de ce judaïsme, au profit du constat que la guerre, c'est horrible. Or, on a parqué des gens, on les a gazés, on a brûlé leurs cadavres. C'est ça qui s'est passé. Et même s'il est épouvantable de mourir pendant un bombardement, ce n'est pas la même horreur. Tenir pour comparable une grenade, un bombardement et une chambre à gaz revient à mettre la mort des enfants juifs sur le même plan que la mort d'un ennemi sur le champ de bataille, dont le meurtrier peut dire à sa décharge « c'était lui ou moi ». Si l'on nie l'importance des chambres à gaz, on ne nie pas forcément la mort des gens, ça c'est un autre sujet, mais on nie le génocide lui-même, c'est-à-dire le fait que les Juifs ont été tués pour ce qu'ils étaient et sans autre raison que cela. Revenons à Gaza. Des milliers de tueurs descendants des nazis, en ligne directe, sont entrés en Israël pour exécuter indifféremment femmes, enfants et soldats parce qu'ils étaient juifs. Cela porte un nom, la Shoah par balle. Contrairement à ce que disent les gens qui raisonnent comme Le Pen père, il ne s'agit pas seulement d'un crime de guerre, il s'agit d'une entreprise génocidaire dont il est essentiel à la conscience de préserver la singularité. En somme, il n'y a pas de différence à faire entre les morts, mais entre ceux qui les tuent. D'un côté, des monstres qui brûlent des maisons et égorgent des juifs, de l'autre, une armée régulière en guerre qui prévient les habitants avant de les bombarder. Ce n'est pas la même chose. L'enjeu n'est pas de dire que certaines morts comptent moins que d'autres, mais de maintenir le caractère génocidaire du Hamas que d'autres voudraient voir comme un interlocuteur dans le cadre de négociations de paix. On peut réfuter les malhonnêtes à l'infini, ça ne sert à rien. On peut inlassablement rappeler la vérité dont ils refusent de tenir compte, afin de maintenir un espace où le réel demeure un terrain commun et où, nonobstant ses hégémonies, l'esclave volontaire sera le bienvenu à la seconde où il décidera de se libérer de ses chaînes. 9. Vous vous indignez qu'on accuse d'antisémitisme un militant de la cause palestinienne. Vous vous scandalisez qu'on enferme dans cette commode injure toute critique de la cause israélienne. Vous avez raison. Les faux procès existent partout et l'on peut être philosémite tout en défendant la perspective d'un État palestinien. On a le droit d'être pro-palestinien sans être tenu pour antisémite, comme on a le droit d'être hostile au voile musulman sans être accusé d'islamophobie. Cela n'est pas discutable. Seulement voilà. Apprenez que l'antisémitisme est loin d'être réductible aux crétins qui hurlent « mort aux Juifs » dans la rue ou sur un réseau social et que la loi punit. L'antisémitisme est aussi sournois que suspicieux. Il se loge dans des attitudes, des réflexes ou des amalgames qu'aucune loi ne réprouve dans un pays libre. Raison pour laquelle c'est sur le terrain de l'opinion, plus que devant les tribunaux, qu'il faut le traquer et le combattre. Comme une peste qu'on ne fera jamais disparaître, l'antisémitisme se cache dans les silences délibérés, dans les sous-entendus, voire les figures de style. En France, nous avons la France insoumise. Quand on accueille Salah Hamouri en l'appelant déporté, quand on traite de rescapée Elisabeth Borne, elle-même fille d'un rescapé des camps, quand on applaudit Judith Butler qui présente le 7 octobre comme un soulèvement légitime, quand on invente un génocide imaginaire de Palestiniens, mais qu'on refuse de parler de terrorisme à propos du pogrom bien réel de civils juifs, quand on traite le Hamas de mouvement de résistance, quand on présente le peuple juif comme déicide et conservateur, quand on soupçonne le Likoud de faire perdre les travaillistes anglais, ou bien le CRIF de dicter sa loi au gouvernement français, quand on indexe les opinions de BFM sur celles de Patrick Drahi, quand la seule réaction, après avoir vu les images du 7 octobre, c'est de dire « Et Gaza ?»
quand on promeut des candidats dieudonistes ou même ouvertement antisémites, quand on fait entrer à l'Assemblée des députés soraliens, quand on invoque le gouvernement mondial des dragons célestes pour désigner les adversaires, alors que les dragons célestes désignent les juifs aux yeux des antisémites, quand on affirme que des gens qui tuent des juifs en hurlant mort aux juifs ne sont pas antisémites mais seulement anti-israéliens, quand on fait des listes de juifs, quand on voit une manifestation pour l'extrême droite israélienne dans un rassemblement national contre l'antisémitisme, quand, sous prétexte de solidarité avec la cause palestinienne, on applaudit un rassemblement qui exclut des juifs d'un amphithéâtre ou bien l'on fait tuer une association de féministes attachées à faire reconnaître le viol d'Israéliennes, quand on organise une manifestation sous un écusson Palestine libre qui représente l'État d'Israël sans juifs, quand on tente de faire entrer une émissaire du Hamas au Parlement européen après avoir tenté de faire entrer des islamistes patentés à l'Assemblée nationale, quand on s'éclate comme Adrien Quatennens au concert de Roger Waters sans être dérangé une seconde par le fait qu'il paraisse sur scène déguisé en SS sous un cochon couvert d'étoiles de David, quand on dit qu'Israël c'est pire que la Russie, quand les seuls juifs qu'on tolère et en qui l'on voit des frères, ce sont des juifs décoloniaux convaincus qu'Israël est à l'avant-garde de l'oppression occidentale, quand on dit à un Français juif qu'il a toute sa place en France comme si une telle chose n'allait pas de soi, quand on voit sans discussion possible un génocide à Gaza, mais qu'on tortille du croupion pour reconnaître un génocide ouïghour ou bien les massacres d'Assad contre son propre peuple, quand on compare à Eichmann, le président de l'université de Lille, parce qu'il a annulé un meeting, eh bien, on est antisémite, et parfois sans le savoir. Ce n'est pas être paranoïaque de le dire. Ce n'est pas être paranoïaque que de dire que quand on fait tout ça, on fait régner un antisémitisme d'atmosphère, on baigne dans le soupçon, on pue de la gueule. Mais heureusement, dans un état de droit, on a le droit de dire ce qu'on dit et de faire ce qu'on fait. L'antisémitisme, c'est une bête infime. Oh, non pas au sens où elle serait minuscule, mais au sens où elle est miniature, comme un virus, comme une peste. L'antisémitisme est un bacille qui passe à travers les filets de la loi. Et la bête infime est d'autant plus infâme qu'il faut parfois la débusquer pour qu'elle apparaisse au grand jour. 10. Nous ne coucherons jamais ensemble, vous et moi. C'est dommage, on y était presque. J'aime bien coucher avec mes amis. Les juifs et les arabes, de façon générale, feraient mieux de forniquer. Tant pis. Où en êtes-vous de votre arabité ? Vous souvenez-vous de la lettre persane de Rika à Nathanaël Lévy, médecin juif à Livourne, que je vous avais lue au bistrot ? Elle commence comme ça. « Pourquoi t'adresses-tu à moi ? Tu es juif et je suis mahométan, c'est-à-dire que nous sommes tous deux bien crédules. » On s'était tellement réjouis, vous et moi, d'avoir une sympathique façon d'être crédules et de faire peu de cas de nos identités respectives. Entre l'apostat virulent qui partait en guerre chaque année contre le ramadan, et le juif inobservant, élevé au bacon par une grand-mère baptiste qui ne faisait ni kippour ni shabbat, il restait peu de place à la religion, mais davantage à l'identité. J'appelle identité le sentiment confus d'appartenance, la sous-couche de certitudes inavouables qui rejaillissent sous la forme de réflexes et surtout d'opinions. La première fois que j'ai pris conscience de ce permafrost identitaire, c'est en marchant dans les rues de Manhattan avec le sentiment, de plus en plus faux, que mon judaïsme ne me vaudrait aucun ennui dans cette ville. Ou peut-être le jour où j'ai interprété la manie d'écrire sur mes livres comme un geste de talmudiste, mais rien de plus. La différence entre nous, c'est que je ne haïssais pas le judaïsme, j'y étais juste étranger. L'hébreu m'a toujours fait l'effet d'un code-barre et je me rendais à l'occasion pour les fêtes à la synagogue en visiteur. Le voltairien en moi ne pratiquait aucun des rites vernaculaires qu'on appelle kippour ou shabbat, mais posait sur tout cela un regard bienveillant. Je donnais une conférence l'autre jour dans la sublime synagogue des Tournelles, dont l'histoire nous eût régalé tout un repas si j'avais eu l'occasion de vous la raconter. Et à la question d'un participant qui disait qu'il avait perdu ses repères depuis le 7 octobre, je m'entendis répondre que de mon côté, j'avais gagné des repères. Qu'est-ce à dire ? Que je me sens juif pour la première fois de ma vie ? Est-ce un progrès ou une involution ? Raymond Aron lui-même, qui ne savait pas qu'il était juif jusqu'au jour où son professeur d'histoire anti-Dreyfusard le traita de youpin et dont le judaïsme avait longtemps été une coordonnée accidentelle de son existence, reconnut au crépuscule qu'il perdrait toute raison de vivre si Israël disparaissait et qu'il eût aimé plus que tout que son père assistât à la remise de son doctorat honoris causa par l'université de Tel Aviv. Il existe tant de façons d'être juif, dont si peu sont liées à la foi. Vous, mon ami,
c'était différent. Votre liberté, vous l'avez conquise contre la religion. Vos seuls séjours à la mosquée étaient dictés par l'espionnage. Vous n'acceptiez de retourner dans ces enceintes à l'odeur de pied, comme vous disiez, que pour traquer les fous, dénoncer les prédicateurs, décrypter leurs sermons et fouiller dans les bureaux. Vous, l'arabe mécréant, l'alcoolique et le fumeur de joint, qui donnez des noms gaulois à vos enfants, qui saluez le drapeau chaque 14 juillet, vous, l'apostat français tellement intégré qu'il porte un regard sans concession sur l'univers de son enfance, où en êtes-vous de tout cela, maintenant que vos alliés sont aussi ceux des islamistes? Comment vivez-vous la proximité des gens que vous haïssiez? Est-ce une révélation ou un inconvénient pour vous? Mais surtout, est-ce un hasard ou est-ce parce que confusément je suis juif que je défends Israël? Et est-ce un hasard ou est-ce parce que vous êtes arabe, ne vous déplaise, que vous défendez le Hamas? Ah, si c'était le cas, tous les juifs défendraient Israël et tous les arabes, du plus pieux au plus impie, défendraient le Hamas. Et pourtant, faut-il entendre l'appel inavouable d'une communauté sous le goût de souscrire à un argumentaire plutôt qu'à un autre? Peut-être. Dans la vie, on décide, et c'est après seulement qu'on délibère. Le fait est que nous gagnerons cette guerre. Et ce n'est pas un juif qui vous le dit. Mon nous n'a rien de communautaire, c'est celui des alliés dans une guerre déjà mondiale. Les démocraties gagneront cette guerre, malgré le handicap d'avoir à tolérer ceux qui les combattent de l'intérieur. Nous allons gagner quoi qu'il arrive. Nous gagnerons parce que nous ne visons pas les civils, parce que nous ne vous ressemblons pas, parce que nous avons des limites. Nous gagnerons parce qu'en attaquant de cette façon dans cette guerre qui oppose une liberté fatiguée à une barbarie dopée aux sciences sociales, vous avez signé votre défaite. En souhaitant la mort de vos propres civils, en torturant les nôtres, en vous servant des otages comme boucliers humains, vous avez perdu avant de combattre. J'aurais voulu faire œuvre de paix en vous écrivant, vous croiser encore une fois et vous serrer dans mes bras, mais l'heure n'est plus au rêve éveillé, ce sera pour une autre vie. Merci. Cher Raphaël, quel cadeau. Je vais vous demander de rester assis. D'abord, pour qu'on vous dise merci. Quel texte, quel contenu, absolument magnifique. Alors, il va se passer deux choses maintenant. Si vous avez envie de bavarder avec Raphaël, vous pouvez poser quelques questions, si tu es d'accord. Tu t'assois, tranquillement. Tu le mérites bien. Voilà. Et puis ensuite, on aura une petite cérémonie pour reconnaître et honorer nos amis du Bnei Brit qui nous ont donné quelques bourses cette année très importantes avec deux de nos étudiants. Essayez de nous donner votre prénom et de poser une question. Il y a quelqu'un d'autre après pour qu'on puisse... C'est les femmes qui sont les plus courageuses, là. Je m'appelle Katia. J'habite en Israël depuis 4 ans. Et comme tout le monde, je trouve que vous avez magnifiquement exprimé ce que nous ressentons et ce que nous pensons parfois. Est-ce que vous pensez que ce texte pourrait être lu en face de non-juifs? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Il y a pas, le judaïsme n'est pas une condition nécessaire à l'audition de ce texte. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Que je vis, mais ce qui est vrai en revanche, ce qui est vrai en revanche, c'est que en ce qui me concerne, j'étais heureux que le hasard me mit en situation de lire ce texte pour la première fois devant des juifs. Ça, c'est vrai. Okay. Ça, c'est vrai. Mais j'espère qu'il sera lu par d'autres. Nous n'avons pas tous ce recul parce que nous vivons ici entourés de gens qui sont de votre avis. Et ce qu'on entend aux informations est parfois dur, injuste. C'est incontestablement un risque à prendre devant une audience qui serait non juive. Voilà. Mais je ne pense pas que ça fasse peur à Raphaël. Très bien. Allez-y. Alors bonsoir. Bon, déjà, je voudrais vous remercier. Bonsoir. Je voudrais vraiment vous remercier d'être venu. C'est un acte courageux et engagé. Et apparemment, c'est un peu compliqué actuellement en France. Donc voilà, merci à vous et à Madame Claude Breitman qui nous ravit à chaque fois de si belles conférences. Alors, je m'appelle Aviva Benenous. Je suis responsable de communauté à Herzliya. Et je suis également aide attachée parlementaire à la Knesset. On dit que l'histoire ou les rouages de l'histoire se répètent. On dit donc que l'historien est un genre de devin, ou le philosophe, qui réfléchit lui aussi. Alors, vous parlez évidemment de Judith Butler.
et nous sommes tous très inquiets de la situation en France. Alors évidemment, on va gagner, ça, il n'y a pas de doute, mais en tant que responsable de communauté, on me pose beaucoup de questions et j'aimerais savoir si vous pouviez nous conseiller, en fait, quoi répondre aux inquiétudes de notre communauté. Si vous voulez entendre l'avis de Raphaël voilà, Antoven là-dessus, et puis on prendra une troisième question. Je n'ai aucun conseil à donner, je n'ai qu'à offrir ma solidarité et à constater que les plus pessimistes ont raison, malheureusement. Je vous remercie. Ouais. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question, allez-y. Est-ce que vous avez imaginé quelle aurait pu être la réponse de votre destinataire à vos lettres? Ça, c'est la plus belle question. J'ai pensé à une réponse, peut-être un peu cynique, en empruntant une phrase célèbre d'Albert Camus, « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Et la nature humaine est ainsi faite. » Bravo. Alors, merci de cette belle question. Merci de cette belle question. Seulement, si vous me permettez, monsieur, la citation que vous donnez est inexacte. En fait, voilà l'histoire. Non, on va en discuter. Voilà l'histoire. Albert Camus reçoit le prix Nobel en décembre à Stockholm. Et quelques jours plus tard, le 12 décembre de la même année, il se retrouve devant des étudiants suédois pour parler de tout cela. Suédois, les étudiants sont suédois, et il y a un Algérien dans la salle, plusieurs même, qui prennent la parole pour dire « Oui, mais pourquoi ne condamnez-vous pas la colonisation? Pourquoi ne défendez-vous pas le FLN ?» En gros. Et Camus répond à ce moment-là, non pas « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ». Il répond « À l'heure où je vous parle, en ce moment, il y a des gens qui jettent des bombes, qui posent des bombes dans des bus que ma mère pourrait prendre. Et si c'est ça leur définition de la justice, alors je choisis ma mère. » Et si vous me le permettez, c'est extrêmement différent. Parce que dire entre la justice et ma mère, je choisis ma mère, c'est bien compréhensible, mais ce n'est pas forcément à l'honneur de celui qui le dit, si vous voulez. D'ailleurs, on l'a maintes fois reproché à Camus. En fait, ces paroles ont été résumées par un journaliste sartrien, Dominique Birman, qui a réduit ces paroles à « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ». Il a inventé la citation. Qui présente Camus comme un philosophe bourgeois qui préfère sa mère à la justice sociale. C'est ça l'idée. Alors que le propos de Camus, c'était de dire « Si vous jetez des bombes dans un bus que ma mère peut prendre au nom de la justice, ce n'est pas la justice. » Voyez la différence ? Alors, on a de la chance parce que Camus, tu es Camus, en fait, à Paris depuis de nombreux mois. Et c'était exceptionnel. On t'invitera à revenir nous jouer Camus ici. Ce serait une merveille. Ce serait une merveille. Alors, on va encore dire merci 1000 fois à Raphaël. Merci à vous. Pour ce texte extraordinaire. Et puis... je vais demander à Tzvi Atali, au docteur Tzvi Atali, qui est le président du Bnei Brit de Natania, et à Jérémy et à Orlan de nous rejoindre sur la scène. Ils sont où, Jérémy et Orlan? Il y a un Jérémy, là, voilà, et il y a une Orlan, là-bas, superbe, deux de nos étudiants, qui, au nom de tous ceux qui reçoivent le soutien du Bnei Brit, vont être présents sur la scène ce soir. Venez, tous les deux. Et vous allez recevoir du président Tzvi Atali le soutien qu'ils envisagent. Et mon cher Tzvi, on va te remettre quelque chose qui veut dire en hébreu, Raphaël, parce que tu veux apprendre l'hébreu. Alors, il y a un mot qui est très important. Un mot qui s'appelle chaver. Chaver, je ne sais pas si tu te souviens, quand Rabin a été assassiné, Clinton a dit « Shalom Chaver », au revoir mon ami. Chaver, c'est l'ami, et c'est plus que ça en hébreu, c'est le lien profond, c'est chibour, Chaver, c'est le lien profond à l'armée, chevre, c'est-à-dire le groupe d'amis. Ça a une importance, mais existentielle, extraordinaire, et donc ce mot est formidable.
Et nous avons décidé de donner à nos amis qui nous soutiennent et qui sont proches de nous ce titre de Javer. Donc je te remets ce titre avec beaucoup d'émotion et beaucoup de remerciements. Bonsoir tout le monde. Bon, d'abord, j'aurais voulu que la commission sociale, s'il te plaît, Dina, venez à côté de moi. Bon, quelques mots sur la vocation du Bnei Brit. Je vais essayer d'être court. Une des principales actions, 2 minutes. Une des principales actions, c'est d'aider les étudiants. Et on aide surtout l'éducation, des jardins d'enfants jusqu'à l'université. C'est avec plaisir que nous avons Macbill, c'est-à-dire parallèle à cette action, nous avons donné aussi des bourses à des soldats blessés. Au Beit Avon, nous avons donné aussi 4 bourses. Et c'est toujours une joie de donner bourse à la Michla. Et je remercie à Claude, comme on dit chez nous, de donner, c'est de recevoir. Et je te remercie, Claude, aussi. Pas pour ça. Voilà la bourse. Il y a encore deux autres étudiants, mais ils sont en train de nous garder, qu'on puisse écouter ces belles conférences. Ils sont au Milouim. C'est la raison qu'ils ne sont pas venus. Mais on leur donnera quand même, on leur donnera les temps. Voilà. Merci à tous, chers amis du Bnei Brit. Il y a Rachel et il y a Anaya qui vont prendre ça pour eux. Merci à Jérémy, à Orlan. Bonne route, bonnes études. Et je voudrais vraiment à tous vous dire un immense merci, parce que dans cette année, avec cette guerre épouvantable, on a réussi à rester ensemble, très souvent, d'avoir des rendez-vous exceptionnels. Ce soir, c'était plus grand que tout ce qu'on pouvait imaginer. On a eu le cadeau du siècle, un texte inédit, d'une force formidable, d'un courage extraordinaire, talent joué sur scène, par cet ami qui est venu 36 heures en Israël pour être avec vous ce soir. Alors je crois que vraiment, on est très, très, très heureux. Et je vous donne rendez-vous au 10 novembre prochain pour l'ouverture du prochain cycle avec Abnous Sholami. Et j'espère que vous serez très nombreux à continuer à nous suivre et à soutenir tous nos étudiants. Merci infiniment à tous du fond du cœur.